Clara Hayes n'a pas bronché quand le commissaire-priseur a appelé son numéro. Elle se tenait au centre de Caldwell Flats. Son petit sac était serré contre elle. Le soleil de l'après-midi lui frappait le visage, et elle les a laissés la regarder, laissés murmurer, laissés lui attribuer un prix comme si elle était un cheval de trait ou un manteau d'hiver. Quand le marteau est tombé et qu'un homme au chapeau usé a levé 2 doigts du fond de la foule, elle a expiré une fois, lentement et silencieusement. Et elle s'est dit la même chose qu'elle s'était dite toute sa vie. D'abord, survivre. Tout le reste vient après. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à la chaîne et suivez-la jusqu'à la fin. Dites-nous de quelle ville vous venez dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, retournons sur cette place de vente aux enchères à Caldwell Flats, au Texas. Découvrons ce qui s'est réellement passé quand une femme, vendue pour 42 $, est entrée dans une maison qui tombait déjà en ruine. Le commissaire-priseur s'appelait Grover Pitts, et il n'avait aucune honte de ce qu'il faisait pour vivre. Il se tenait sur l'estrade devant le bureau de poste de Caldwell Flats chaque 3e samedi du mois, et il vendait tout ce dont le comté avait besoin. Il vendait du bétail, des parcelles de terre non réclamées, du matériel saisi. Et quand la situation l'exigeait, des contrats de travail pour les femmes, celles que le comté considérait comme un fardeau pour ses ressources. Il appelait ça un service civique. La plupart des hommes dans la foule appelaient ça une bonne affaire. Les femmes de Caldwell Flats ne venaient pas regarder. Elles avaient appris depuis longtemps que certaines choses étaient plus faciles à vivre quand on ne les avait pas vues se produire. Clara Hayes savait que ce jour arriverait depuis 3 semaines. Elle logeait à la pension du comté depuis la fin de son emploi à la blanchisserie Hargrove. Non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce que Margaret Hargrove avait décidé qu'elle voulait une femme plus mince pour travailler au comptoir. Et le magistrat du comté avait décidé qu'une femme célibataire, sans liens familiaux locaux et sans moyens de revenus visibles était, selon ses propres mots, une charge pour les ressources de la communauté. La tenancière de la pension, une femme pincée nommée Madame Aldrich, l'avait dit clairement à Clara dès le premier soir. Vous avez 30 jours avant que le comté ne vous déplace. Ils vous trouveront un placement. Ils le font toujours. Clara avait demandé ce que cela signifiait. Madame Aldrich avait regardé ses chaussures et n'avait rien dit de plus. Maintenant, elle comprenait. Elle se tenait sur l'estrade dans son meilleur manteau. C'était un manteau en laine marron, un peu usé à la manchette gauche, mais propre. Et elle gardait le regard droit, ni défiant, ni effrayé. Droit. Elle avait pris cette décision en venant. Elle ne donnerait pas à la foule la satisfaction de l'avoir craqué. Quoi qu'il arrive dans les 10 prochaines minutes, cela arriverait à son corps, à sa situation, à la forme pratique de ses journées à venir. Cela n'arriverait pas à la partie d'elle qui était encore Clara Hayes. Grover Pitts lisait son presse-papier sans la regarder. Clara Hayes, 31 ans, célibataire, sans personne à charge, de constitution saine. Expérimentée dans les travaux domestiques, la cuisine, le nettoyage, la blanchisserie, la garde d'enfants. Disponible pour un contrat de travail domestique de 12 mois. Le comté fixe le prix de départ à 15 $. Qui dit 15? Quelqu'un dans la foule a toussé. Un homme près du poteau de clôture a crié. Elle cuisine bien. Pitts a jeté un coup d'œil à Clara. Clara n'a rien dit. Les dossiers indiquent une expérience en cuisine, a dit Pitts. Et pour l'autre chose, a crié quelqu'un d'autre. Il y a eu des rires du côté gauche de la foule, des rires bas et méchants, le genre de rire qui n'a pas besoin de chute, car la cruauté était toute la blague. Les mains de Clara se sont crispées sur la poignée de son sac. Elle a respiré pour surmonter ça. Une voix du fond, plate et sans inflexion. 20. Pitts a pointé. 20 $ du monsieur au fond. Qui dit 25? Silence. 25, messieurs. 12 mois de travail domestique. Contrat documenté par le comté, juridiquement contraignant. Plus de silence. 22, a dit quelqu'un à sa gauche, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. J'ai 22, a dit Pitts. Qui dit 25? 30 secondes se sont écoulées. Clara les a comptées. Elle les a comptées parce que c'était quelque chose à faire. Quelque chose d'autre que de regarder les visages qui la dévisageaient comme si elle était un article sur une étagère de magasin. 30. La même voix plate du fond. Elle a finalement regardé, car la voix était si banale qu'elle avait besoin de mettre un visage dessus. Il se tenait près de l'abreuvoir, au bord de la place. Il était grand, mince de la manière qui vient du travail acharné plutôt que du manque. Il portait un chapeau qui avait été de bonne qualité autrefois et qui était maintenant juste fonctionnel. Il ne regardait pas Pitts. Il la regardait, elle. Pas de la même manière que les autres. Il la regardait comme un homme regarde quelque chose qu'il essaie de comprendre. Clara a détourné le regard. 30 $, a dit Pitts. Qui dit 35? 32, a dit l'homme à sa gauche. Et maintenant, il ne souriait plus. Il faisait des calculs. 35, a dit la voix plate. Une autre pause. 40, a dit l'homme à sa gauche. La foule s'est agitée. Ce n'était plus drôle. Ça devenait intéressant. 40 $, a annoncé Pitts. Contrat domestique de 12 mois. Qui dit 45? 42, a répété la voix plate. Clara l'a de nouveau regardé. Il ne regardait toujours pas Pitts. Il la regardait, elle. Et son expression n'avait pas changé. Stable, indéchiffrable. Un homme qui avait déjà pris sa décision avant d'entrer sur cette place. Pitts a attendu. L'homme à gauche est resté silencieux. 2 autres hommes ont chuchoté entre eux et ont secoué la tête. 42 $. Une fois. Pitts a fait une pause. 2 fois. Une autre pause. Vendu. 42 $ à Daniel Mercer. La foule a fait un bruit qui n'était ni un applaudissement, ni un rire. Quelque chose entre les deux.
quelque chose qui a fait se crisper la mâchoire de Clara. Elle est descendue de l'estrade sans qu'on le lui dise. Pitts l'a interceptée en bas des marches avec son presse-papier. Signez ici. Votre contrat dure 12 mois civils à compter d'aujourd'hui. Vous serez logé et nourri sur la propriété Mercer. Vous avez droit à 2 heures de repos par dimanche. Tout litige est réglé par le magistrat du comté. Comprenez-vous les termes? Je les comprends, a dit Clara. Elle a signé. Pitts lui a tendu une copie pliée en 3 et s'est éloignée avant qu'elle ait fini de la mettre dans la poche de son manteau. Elle s'est retournée. Daniel Mercer se tenait à quelques pas, son chapeau à la main. Il paraissait plus âgé de près. Pas ancien, début de la quarantaine peut-être. Mais son visage était usé, comme celui des hommes qui ont porté quelque chose de lourd pendant longtemps, sans jamais le poser. « Je vais chercher ma charrette », a-t-il dit. « D'accord », a dit Clara. Il s'est retourné et s'est dirigé vers l'écurie. Clara est restée sur la place, le bruit de la foule se dissipant autour d'elle. Elle l'a regardé partir et a pensé. Il n'a pas dit mon nom. Il ne s'est pas présenté. Il a juste dit qu'il allait chercher sa charrette. Elle a ajusté le sac sur son épaule. Très bien, alors. Elle l'a rejoint à l'écurie 10 minutes plus tard. Il chargeait 2 sacs de grains dans la charrette quand elle est arrivée. Il a levé les yeux une fois et a fait un signe de tête vers le banc. Elle est montée sans aide. Non pas parce qu'il ne l'avait pas offerte, mais parce qu'elle n'attendait pas des choses qui pourraient ne pas venir. Il a fini avec le grain, est monté à côté d'elle et a claqué la langue. Le cheval s'est mis en mouvement. Ils ont quitté Caldwell Flats en direction du nord. Pendant longtemps, aucun d'eux n'a parlé. La route était sèche, et le vent de l'après-midi soufflait à plat sur la plaine. Il transportait de la poussière et l'odeur lointaine de quelque chose qui brûlait. Un champ quelque part, un feu contrôlé ou non, elle ne pouvait pas le dire. Clara regardait le paysage et faisait ses comptes. 12 mois, 365 jours. Elle avait survécu à des périodes pires avec moins que ça. Finalement, elle a dit, « Le ranch est à quelle distance? 1 heure et 40 minutes, a-t-il dit. Peut-être 2 si le ruisseau est en crue. Est-ce qu'il est souvent en crue à cette période de l'année? Oui? Silence à nouveau. Elle a laissé le silence s'installer un moment, puis a dit, « Vous avez 8 enfants. » Il l'a regardé de côté. « Pitts vous a dit ça. La femme de la pension me l'a dit. Elle a dit que Daniel Mercer avait 8 enfants, une femme décédée et un ranch à 3 mauvaises saisons de la saisie. » Sa mâchoire s'est contractée. « Madame Aldrich parle trop. » « C'est vrai, » a convenu Clara. « Est-ce exact? » Il est resté silencieux assez longtemps pour qu'elle pense qu'il n'allait pas répondre. Puis, 6 garçons, 2 filles. Le plus jeune vient d'avoir 3 ans. L'aîné a 17 ans. Et le ranch. Une autre pause. On s'en sort. Clara a compris que cela voulait dire à peine. Elle ne l'a pas dit. « Je sais cuisiner », a-t-elle dit. « Je sais nettoyer. Je me suis déjà occupée d'enfants, surtout des jeunes. Je n'ai pas besoin de grand-chose. J'exige qu'on me parle directement quand il y a un problème avec mon travail. » Il l'a regardé de nouveau, plus longtemps cette fois. « D'accord. Et je ne tolérerai pas qu'on me parle comme ces hommes sur la place aujourd'hui. » Quelque chose a traversé son visage. C'était rapide et elle l'a presque manqué, mais c'était là. Quelque chose de gênant. « Ça n'arrivera pas sur ma propriété, » a-t-il dit. Et sa voix était différente quand il l'a dit. Plus calme, plus basse. Elle l'a cru. Elle n'aurait pas su dire pourquoi exactement, mais elle l'a cru. « Quels sont leurs noms? » a-t-elle dit. « Les enfants. » Il les lui a dit. Neva, 17 ans. Thomas, 15 ans. Caleb, 13 ans. Roy, 11 ans. James, 9 ans. Ahmet, 7 ans. Pearl, 5 ans. Et le plus jeune, le garçon de 3 ans, s'appelait William, mais tout le monde l'appelait Willy. « Willy », a dit Clara. « Il ne parle pas beaucoup », a dit Daniel. Depuis le décès de sa mère, il a arrêté de beaucoup parler. Clara a hoché la tête. Quand est-elle décédée? Il y a 14 mois. La fièvre. Je suis désolée. Il a hoché la tête une fois. De la manière dont les hommes hochent la tête quand on leur a présenté des condoléances si souvent que les mots sont devenus lisses. Et la seule chose à faire est de les reconnaître et de passer à autre chose. Le ruisseau était en crue. Ils l'ont traversé lentement et la charrette est passée sans problème. La lumière devenait dorée quand le ranch est apparu. Clara l'a regardé. On lui avait dit de ne pas s'attendre à grand-chose. Elle avait ajusté ses attentes en conséquence. Et pourtant, la réalité de la propriété Mercer s'est posée sur elle comme une main pressant ses épaules. La maison principale avait 2 étages, une charpente en bois, autrefois peinte en blanc. Elle pouvait en voir le fantôme sur les parties non encore décapées par le temps. Un volet pendait de travers à la fenêtre supérieure gauche. Le porche avant s'affaissait du côté droit. La cour entre la maison et la grange n'était pas tout à fait un chaos, mais la direction des choses était claire. C'était un endroit où le travail d'entretien perdait lentement du terrain. Il était remplacé par le simple travail de survivre à chaque journée. Un garçon est apparu à l'entrée de la grange, environ 15 ans. Ce devait être Thomas. Il a regardé la charrette. Il a regardé Clara. Il a regardé son père. Daniel a dit « Thomas, va chercher ton frère Caleb et venez aider avec ce grain. » Thomas a disparu dans la grange sans un mot. Daniel est descendu de la charrette et est allé à l'arrière pour commencer à décharger. Clara est descendue de son côté, a pris son sac et s'est tenue là, regardant la maison. La porte d'entrée s'est ouverte. La jeune fille qui est sortie avait 17 ans et portait son visage comme une armure. C'était la seule façon pour Clara de le décrire. L'expression de Neva Mercer n'était pas hostile. Pas exactement. Pas encore.
mais elle était scellée, fermée. Le visage de quelqu'un qui avait décidé à l'avance que tout ce qui allait se passer serait un problème. Elle s'est arrêtée au bord des marches du porche et a regardé Clara. Clara l'a regardée en retour. « Vous êtes la femme de la vente aux enchères », a dit Neva. « C'est bien moi », a dit Clara. « Vous vous appelez Clara Hayes. » C'est exact. Les yeux de Neva l'ont parcouru une fois. Pas cruellement, mais attentivement. De la manière dont on vérifie le ciel avant de décider de rentrer le linge. « Vous vous êtes déjà occupé d'une maison de 8 personnes? » « Pas 8, dit Clara, mais je me suis occupé d'une maison de 6 personnes et j'ai géré la cuisine d'une pension pour 30 personnes. » L'expression de Neva n'a pas changé, mais quelque chose dans ses épaules a bougé, à peine perceptible. La cuisine est à l'arrière. Le bois a besoin d'être fendu avant de pouvoir allumer le poêle. On mange à 6 heures. « D'accord, » a dit Clara. Neva l'a regardé une dernière fois. Les petits sont à l'intérieur. Willie a été grognon toute la journée. Il n'aime pas les étrangers. La plupart des enfants de 3 ans n'aiment pas ça, a dit Clara. Quelque chose a traversé le visage de Neva si vite que Clara n'était pas sûre de l'avoir vu. Puis la jeune fille s'est retournée et est rentrée. Clara a monté les marches du porche, a testé celle qui s'affaissait, l'a enjambée et a poussé la porte d'entrée. Le son dans lequel elle est entrée était le son particulier d'une maison avec des enfants, mais sans assez de présence adulte. Un bruit faible et persistant, comme de l'eau qui trouve son niveau. Les enfants étaient répartis dans l'espace, chacun à ses activités. Personne n'était vraiment en charge de la forme générale de l'après-midi. Quelqu'un pleurait doucement quelque part à l'étage. 2 garçons étaient dans ce qui semblait être le salon, se disputant à voix basse sur quelque chose d'intense. L'odeur dans l'air était celle de vieille graisse de cuisson et de fumée de bois. Et sous ces 2 odeurs, autre chose. Cette légère odeur de renfermé qui s'installe dans une maison. Quand la main d'une femme en a été absente trop longtemps. Clara s'est tenue dans l'embrasure de la porte et a tout observé. Pearl est apparue en haut des escaliers. 5 ans, cheveux noirs, les yeux sérieux de son père. Elle a regardé Clara sans expression. « Vous êtes la nouvelle dame? » a dit Pearl. « C'est bien moi, » a dit Clara. « Je m'appelle Clara. Neva a dit qu'on ne devait pas vous aimer tout de suite. C'est un conseil sensé, » a dit Clara. « On ne devrait aimer personne tout de suite. Il faut du temps pour savoir si quelqu'un mérite d'être aimé. » Pearl a réfléchi à cela avec la délibération grave d'une enfant de 5 ans. Une enfant que les circonstances avaient forcée à grandir plus vite qu'elle n'aurait dû. « Est-ce que vous allez essayer d'être notre mère? » Clara a senti le poids de cette question s'installer dans sa poitrine. Elle a gardé une voix égale. « Non, dit-elle, vous avez déjà une mère. Rien ne change cela. Je suis ici pour aider avec la maison et m'occuper de vous tous. C'est différent. » Pearl l'a regardé un long moment de plus. Puis elle est descendue, a dépassé Clara pour entrer dans le salon et a dit aux 2 garçons qui se disputaient « Arrêtez ça! Elle est là! » La dispute a cessé. Clara s'est dirigée vers la cuisine. Le tas de bois était à l'arrière. Elle a trouvé la hache appuyée contre le côté de la maison. Elle en a fendu assez pour le poêle et a allumé le feu. Elle a examiné les réserves de la cuisine, qui étaient modestes, mais pas désespérées. Elle a mis une marmite de haricots à cuire avec le lard salé qu'elle a trouvé dans la glacière. Elle a mélangé de la farine, du saindoux et de l'eau et a mis des biscuits dans la cocotte en fonte. Et pendant que la nourriture cuisait, elle se déplaçait dans la cuisine sans se presser. Elle apprenait où les choses étaient rangées, ce qui manquait, ce qui était en mauvais état. Les pleurs à l'étage avaient cessé. À un moment donné, elle s'est rendue compte qu'on l'observait. Elle s'est détournée du poêle et a trouvé Willie debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Il était petit pour ses 3 ans, cheveux noirs. Il portait une chemise un peu trop grande pour lui. Il la regardait avec d'énormes yeux attentifs. Clara s'est retournée vers le poêle. Elle ne s'est pas approchée de lui. Elle ne lui a pas parlé. Elle a simplement continué à travailler et l'a laissé là. Après 1 minute, il a fait 2 pas dans la cuisine et s'est arrêté. Elle a remué les haricots. Il a fait 2 pas de plus. Elle a vérifié les biscuits. Au moment où elle s'est retournée pour mettre les assiettes, il se tenait juste à côté de la table, la regardant toujours, ses petites mains le long du corps. « Tu as faim? » a-t-elle dit, sans le regarder directement. Il n'a pas répondu. « Les biscuits seront prêts dans environ 10 minutes, » a-t-elle dit. Les haricots un peu après. Elle a posé une assiette au bout de la table, près de l'endroit où il se tenait. Puis elle s'est retournée vers le poêle. Elle entendit la chaise gratter le sol. Elle lui tourna le dos et sourit au mur. Au moment où Daniel est entré de la grange, Clara avait 6 enfants assis à table. Des biscuits, des haricots et un pot de confiture de pommes qu'elle avait trouvé au fond du garde-manger étaient disposés sur toute la table. Et Willie était assis sur la chaise du bout. Il avait un biscuit à la main et du jus de haricot sur le menton. Daniel s'est arrêté dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Il a regardé la table. Il a regardé Willie. Il a regardé Clara, qui versait de l'eau du pichet sans le regarder. Puis Thomas est entré derrière lui et a dit « Papa », qui lui a dit « Où étaient les confitures ?» Et Clara a dit « Je les ai trouvées moi-même ». Et Caleb dit « On les gardait ?» Et Clara répondit « Pour quelle occasion ?» Et Caleb n'eut pas de réponse. Et Pearl a dit « J'aime les confitures ». Et quelqu'un a ri. Elle a pensé que c'était Roy, le garçon de 11 ans, mais ce fut bref et rapidement réprimé, comme s'il n'était pas sûr d'en avoir le droit. Daniel s'est assis en bout de table. Clara a mis une assiette devant lui et s'est reculé vers le poêle. Il a regardé la nourriture. Puis il a levé les yeux vers elle. « Vous mangez aussi » a-t-il dit. « Je mangerai après » a-t-elle dit. « Il y a de la place à table » a-t-il dit. Elle a regardé la table. Il y en avait à peine, si quelqu'un se serrait. Elle a pris une assiette, a trouvé un espace entre Pearl et Emmett et s'est assise. Personne n'a rien dit.
Daniel a brièvement baissé la tête, une habitude automatique, puis ils ont mangé. Ce n'était pas un repas chaleureux. Pas encore. Ce n'était pas un repas de famille au vrai sens du terme. C'était 8 enfants, un veuf et une femme qui avaient été vendus ce matin-là pour 42 $. Ils étaient assis autour d'une table, mangeant des biscuits et des haricots, et se passant un pot de confiture sans beaucoup parler. Mais les biscuits étaient bons, et les haricots encore meilleurs. Et au bout de la table, Willie a mangé tout ce qu'il y avait dans son assiette. Il a levé ses yeux sérieux vers Clara et a tendu son assiette dans sa direction. Clara s'est levée et l'a remplie à nouveau. Plus tard, quand les enfants se sont dispersés, que la cuisine a été nettoyée et que le feu a été préparé pour la nuit, Daniel l'a trouvée sur le porche arrière. Elle était assise sur la marche supérieure, son manteau sur les épaules et son sac à ses pieds. « Il y a une chambre près de la cuisine, dit-il. Elle est petite, mais il y a un lit et une fenêtre. C'est la vôtre. Merci, a-t-elle dit. Il se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air d'un homme qui a quelque chose à dire mais qui n'a pas encore décidé comment le dire. Clara avait déjà vu ce regard sur différents hommes dans différentes circonstances. Elle a attendu. « Je sais ce qu'était aujourd'hui, a-t-il dit. Je sais à quoi ça ressemblait. Je sais ce que ces hommes disaient sur la place. » Clara n'a rien dit. « Je dois être clair avec vous, a-t-il dit. J'avais besoin de quelqu'un pour cette maison, pour ses enfants. Je ne suis pas. » Il s'est arrêté, a recommencé. « Ce que je veux dire, c'est que votre chambre a un verrou à l'intérieur, et c'est vous qui avez la clé. » Clara l'a regardé un long moment dans la faible lumière venant de la fenêtre de la cuisine. « J'apprécie que vous disiez ça, a-t-elle dit. » Il a hoché la tête. « Mais comprenez quelque chose, Monsieur Mercer, a-t-elle dit, sa voix calme et égale. Je ne suis pas venu ici pour votre protection. Je suis venu ici parce que le comté ne m'a pas donné d'autre choix. J'ai l'intention de remplir ce contrat honnêtement. Et j'ai l'intention de bien m'occuper de vos enfants, parce qu'ils le méritent et parce que c'est ce que j'ai accepté de faire. Mais je ne vous appartiens pas. Je suis simplement ici. » Les mots ont atterri entre eux. Daniel Mercer l'a regardé un long moment. Quelque chose a traversé son visage. Pas de la défense, pas tout à fait. Quelque chose de plus compliqué. Quelque chose qui ressemblait, si Clara devait lui donner un nom, presque à du soulagement. « C'est juste, » a-t-il dit doucement. Il est rentré. Clara est restée assise sur le porche quelques minutes de plus, dans l'air frais de la nuit. Elle écoutait le son du ranch s'installer autour d'elle, le mouvement des chevaux dans la grange, le craquement de la maison quelque part. Un enfant se déplaçant sur un plancher à l'étage. Elle a pensé à la place de Caldwell Flats, au marteau qui tombait, au bruit que la foule avait fait. Elle a pensé à Willie, tendant son assiette vide. Elle a ramassé son sac. Elle est entrée, a trouvé sa chambre, a tourné le verrou. Elle s'est tenue dans le petit espace simple avec sa seule fenêtre et son lit étroit. Et elle a déballé ses quelques affaires avec le même soin délibéré qu'elle avait toujours apporté à l'art de vivre. La pratique prudente et silencieuse d'une femme à qui on n'avait jamais accordé le luxe de s'effondrer. Elle était en vie. Elle était nourrie. Elle avait un toit. Elle avait une fenêtre. D'abord survivre, se dit-elle. Tout le reste vient après. Elle s'est allongée sur le lit, habillée, et a regardé le plafond. Elle a écouté la maison respirer autour d'elle. Et pour la première fois en 3 semaines, elle n'a pas compté les jours à venir. Elle a fermé les yeux. Dans la chambre au-dessus d'elle, elle pouvait entendre les petits pieds de Pearl bouger sur le sol, agités, incapables de se calmer, puis finalement s'immobiliser. Clara a respiré. Le ranch était calme. Dehors, la nuit du Texas pressait, plate et énorme, contre chaque mur. Les étoiles sont apparues, dures et brillantes au-dessus de la plaine. Et la maison que Daniel Mercer avait maintenue debout, avec discipline, routine et une volonté pure et épuisée, se dressait, sombre et silencieuse contre le ciel. Quelque chose avait changé en elle cette nuit, bien que personne n'aurait pu dire exactement quand ni comment. C'était peut-être l'odeur des biscuits frais qui flottait encore dans l'air de la cuisine. C'était peut-être le pot de confiture de pommes, ouvert et passé autour de la table sans occasion ni excuse. C'était peut-être le petit garçon solennel au bout de la table. Il avait tendu son assiette à une inconnue, et il avait découvert qu'elle la remplissait sans hésitation, sans condition, sans ce regard qui disait « Je te rends service », comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si nourrir un enfant affamé était une raison suffisante. Le matin, Clara Hayes serait levée avant la maison. Elle aurait allumé le poêle avant que Daniel n'ait fini avec les chevaux. Elle saurait, à la fin de la semaine, comment chacun des 8 enfants Mercer aimait ses œufs, lesquels avaient besoin d'être encouragés, lesquels avaient besoin d'espace. Et lequel, elle le soupçonnait, c'était Caleb, le garçon de 13 ans, celui qui avait dit qu'il gardait les confitures, utilisait la colère comme un mur. Parce que c'était le seul matériau de construction que le deuil lui avait laissé. Elle apprendrait cette maison comme elle apprenait tout, soigneusement, patiemment, en prêtant attention quand personne ne regardait. Elle n'était pas là pour les sauver. Elle n'était pas là pour être sauvée. Elle était simplement là. Et cela, d'une manière que personne à Caldwell Flats n'aurait pu prédire, ni estimer à 42 $ ou à tout autre prix. Cela commençait déjà à être suffisant. Clara était levée avant le coq. Non pas parce qu'elle avait bien dormi. Elle ne l'avait pas fait. Pas vraiment. Le lit étroit et les bruits inconnus du ranch la maintenaient dans ce demi-sommeil léger, où l'esprit reste vigilant même lorsque le corps est immobile.
mais elle avait appris il y a longtemps que la première personne levée dans une maison donnait le ton pour toute la journée, et elle avait l'intention de le donner avant que quiconque n'en ait l'occasion. Elle avait allumé le poêle et fait chauffer de l'eau au moment où le ciel à l'extérieur de la fenêtre de la cuisine commençait à s'éclaircir. Elle a de nouveau examiné le garde-manger avec la même attention systématique que la veille. Cette fois, notant non seulement ce qui était là, mais ce qui était presque épuisé. La farine était basse. Le lard salé durait peut-être encore 4 jours. La semoule de maïs était suffisante, mais pas généreuse. Elle a fait une liste mentale. Elle a commencé à préparer de l'avoine avec des pommes séchées et une pincée de cannelle qu'elle a trouvée derrière une boîte de levure chimique. Elle a mis une poêle de biscuits restants de la veille dans le four pour les réchauffer. Et elle avait le café prêt et la table mise avant qu'un seul enfant ne soit descendu. Daniel est entré de la grange en premier. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte de la cuisine de la même manière qu'il s'était arrêté la veille. Cette brève pause surprise d'un homme qui s'était habitué à entrer dans une cuisine vide. Puis il s'est dirigé vers la table et s'est assis. Clara a posé une tasse de café devant lui sans qu'on le lui demande. Il a enroulé ses 2 mains autour. « Vous n'aviez pas à commencer si tôt. »« Je sais », a-t-elle dit. Elle est retournée à l'avoine. Elle l'a entendu boire. Après un moment, il a dit « Les garçons descendront à 6 heures. Neva réveille les petits. Pearl a besoin d'aide pour ses cheveux. Elle n'y arrive pas toute seule à l'arrière, et elle ne demandera pas. » Clara a noté cela. « D'accord. Ahmet ne mange pas d'avoine. Il vous dira qu'il n'a pas faim plutôt que de dire quel est le problème. Que mange-t-il? Des œufs si vous en avez, ou du pain avec du beurre. Je ferai des œufs, a dit Clara. Silence. Le café, le bruit de l'avoine qui commence à mijoter. Merci, a-t-il dit, pour hier soir. Les confitures. Il n'y a pas de quoi me remercier, a dit Clara. Elles étaient là pour être utilisées. Il est resté silencieux un moment. Puis, ma femme les gardait. Elle avait un système. Certaines choses pour certaines occasions. Il a fait une pause. Je n'ai jamais compris le système. Les enfants non plus. On suivait juste ses instructions. Clara ne s'est pas détournée du poêle. Et quand elle est partie, personne ne savait où le système commençait ou finissait. Quelque chose comme ça, a-t-il dit. Elle a entendu quelque chose dans sa voix. Pas du chagrin exactement. Ou pas seulement du chagrin. Quelque chose de plus comme l'épuisement d'un homme qui avait essayé de reconstruire une chose qu'il n'avait jamais entièrement comprise. Tout en gardant 8 enfants en vie et un ranch de l'effondrement. Et qui était à cette tâche particulière depuis 14 mois sans répit. Elle a remué l'avoine et n'a rien dit. Parce que parfois, la chose la plus utile était de laisser une phrase respirer. Thomas est descendu à 6h20 et s'est arrêté net en voyant Clara au poêle. Il s'attendait clairement à ce que la cuisine soit vide, ou du moins froide. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, les cheveux pas encore peignés et une expression qui s'efforçait d'être neutre. « Bonjour », a dit Clara. « Bonjour », a-t-il dit prudemment. Il s'est assis à table en face de son père. Et les deux sont tombés dans le silence des gens qui partageaient les matins ensemble depuis longtemps, et qui n'avaient plus de choses faciles à se dire. Caleb est arrivé ensuite, puis Roy, puis James, tous à 10 minutes d'intervalle. Chacun arrivant avec une nuance différente de méfiance envers Clara et une manière différente de la gérer. Caleb en l'ignorant complètement et en ne parlant qu'à Thomas. Roy en la regardant du coin de l'œil. De la manière dont on regarde quelque chose dont on n'est pas sûr que ce soit dangereux. James en s'asseyant et en demandant immédiatement « C'est de la cannelle? » « Oui, » a dit Clara. « Maman mettait de la cannelle dans l'avoine, » a dit James. La cuisine est devenue très silencieuse. Thomas a fixé la table. La mâchoire de Caleb s'est crispée. Roy a regardé ses mains. La tasse de café de Daniel s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. James, qui avait 9 ans et n'avait pas encore appris toutes les manières dont le deuil devait être géré dans une maison pleine de gens le gérant différemment, a regardé les visages de tout le monde. Et le sien a changé. Il a soudain compris qu'il avait dit quelque chose qui était mal tombé, bien qu'il n'aurait pas pu articuler pourquoi. Clara a posé la marmite d'avoine sur la table. « C'est une bonne chose de s'en souvenir », a-t-elle dit, sa voix facile comme si elle commentait la météo. « Ça veut dire que l'avoine est bonne. » James l'a regardé. « Tiens-toi droit », a-t-elle dit. « Tu mangeras mieux. » Il s'est redressé. Il a mangé. Le moment est passé. Pas effacé. Ces moments ne s'effacent jamais, mais ils sont libérés. Clara a servi l'avoine et a cassé des œufs pour Emmett quand il est descendu, silencieux et les épaules frêles. Elle n'a pas fait de remarque sur le fait qu'il ait contourné la marmite d'avoine sans explication. Elle a juste posé les œufs devant lui comme si elle avait toujours su ce dont il avait besoin. Et elle a regardé le visage d'Emmett enregistrer ce petit fait surprenant. Neva est descendue la dernière avec Pearl et Willie à sa suite. Willie toujours en chemise de nuit et Pearl avec les cheveux à moitié faits, l'arrière laissé lâche et emmêlé. Neva a regardé la table, la nourriture déjà sortie, l'avoine déjà servie. Et quelque chose a traversé son visage qui n'était ni de la gratitude ni de l'hostilité. Quelque chose de plus compliqué. Le visage de quelqu'un qui avait été responsable de cette table pendant 14 mois et qui venait d'arriver pour la trouver gérée. « Il y a des œufs pour Willie s'il en veut », a dit Clara. « Et Pearl, viens ici quand tu auras fini de manger et je finirai tes cheveux. » Pearl a regardé Neva. Neva n'a rien dit. Ce qui était, Clara commençait à le comprendre, la version de la permission de Neva. Pearl s'est assise. Willie a grimpé sur sa chaise tout seul et a tendu les mains pour le bol d'avoine. Clara l'a servi et il s'est penché sur le bol avec la concentration totale d'un enfant de 3 ans qui avait décidé que cette nourriture était acceptable. Neva s'est assise la dernière et a mangé sans parler, en regardant Clara tout le temps.
Clara s'est laissée regarder. Elle n'avait rien à cacher. Après le petit déjeuner, quand Daniel était retourné à la grange et que les garçons plus âgés s'étaient dispersés pour les corvées du matin, Clara a assis Pearl sur une chaise près de la fenêtre, avec un peigne et un ruban qu'elle avait trouvé dans le panier à couture dans le coin. Et elle a démêlé les nœuds dans les cheveux de la fille avec les mouvements patients et réguliers de quelqu'un qui avait déjà fait ça, sans se presser, sans tirer, travaillant section par section, des pointes vers le haut. Pearl est restée immobile de la manière particulière dont les petites filles restent immobiles quand quelque chose est agréable, mais qu'elles n'ont pas encore décidé de le montrer. « Maman faisait ça », a dit Pearl. « Je sais », a dit Clara. « Vous ne savez pas », a dit Pearl avec la précision brutale d'une enfant de 5 ans. « Vous n'avez jamais rencontré maman. »« Vous avez raison », a dit Clara. « Je voulais dire que j'imaginais qu'elle devait le faire, parce que vous savez comment rester immobile pour ça. Quelqu'un vous l'a appris. » Pearl a réfléchi à cela. Elle avait les mains froides. « Maman, ses mains étaient toujours froides. Les miennes sont plutôt chaudes », a dit Clara. « J'ai remarqué », a dit Pearl. Clara a fini la tresse et l'a attachée avec le ruban. Pearl a tendu la main pour la sentir, puis a glissé de la chaise et est allée trouver Emmett sans un autre mot. Clara l'a regardé partir et a gardé une expression neutre. Même si quelque chose dans sa poitrine venait de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis un moment. Elle a ramassé le peigne et l'a remis dans le panier. Elle avait du travail à faire. La maison, en milieu de matinée, avait révélé toute l'étendue de ce que 14 mois sans attention adéquate avaient produit. Ce n'était pas de la saleté. Les enfants n'étaient pas élevés dans la saleté et elle pouvait voir les preuves d'efforts. Les efforts de Neva, principalement. Les sols balayés, la vaisselle lavée et le linge fait. Tout cela maintenu au niveau de quelqu'un qui faisait le maximum absolu qu'une jeune fille de 17 ans pouvait faire, tout en étant effectivement l'adulte fonctionnel d'un foyer de 9 personnes. Mais les choses plus profondes, celles qui demandaient plus de temps ou plus de connaissances ou simplement une deuxième paire de mains, celles-là avaient été laissées. Les rideaux du salon étaient tombés d'un côté, la tringle arrachée du mur et jamais réparée. Le joint de la glacière du côté gauche était devenu mou, donc l'intérieur était tiède et les choses ne se conservaient pas. 3 des manteaux d'hiver des enfants avaient des boutons manquants. Le couloir de l'étage avait une lame de plancher qui avait été fissurée et était maintenant un véritable danger. Quelque chose dans lequel un enfant courant dans le noir pourrait se prendre le pied. Clara a parcouru la maison avec un œil méthodique, ajoutant à sa liste mentale. Elle n'a rien dit à personne de ce qu'elle notait. Elle l'a simplement noté. Elle était à genoux en train d'examiner le joint de la glacière quand elle a entendu Neva entrer dans la cuisine. « C'est comme ça depuis 6 mois, » a dit Neva. « Je sais, » a dit Clara. « J'essaie de savoir si c'est le joint ou la charnière. »« Le joint, » a dit Neva. « Papa a dit qu'il s'en occuperait. Il a beaucoup de choses à faire, » a dit Clara. Neva n'a pas répondu à cela. Clara s'est levée. Elle s'est retournée et a regardé Neva directement, parce qu'elle avait décidé que la franchise était la seule façon de gérer cette fille. Toute approche détournée serait interprétée comme de la manipulation. « Vous avez fait tourner cette maison, » a dit Clara. « Je peux le voir. Ce n'est pas une petite chose. » Le menton de Neva s'est légèrement relevé. « Je sais ce que vous faites. Je constate un fait, » a dit Clara. « Vous essayez de faire en sorte que je vous aime bien. »« Non, » a dit Clara. « J'essaie de comprendre comment cette maison fonctionne pour ne pas empiéter sur ce que vous avez déjà construit. Il y a une différence. » Neva l'a regardé. L'expression scellée ne s'est pas ouverte, mais quelque chose derrière a bougé. Une légère recalibration. « Les petits ont besoin de leur repas de midi à midi et demi, » a-t-elle dit après un moment. « Pas 1 heure. Ils deviennent grognons si vous poussez au-delà d'1 heure. »« Midi et demi, » a dit Clara. « Compris. » Neva est partie. Clara s'est retournée vers la glacière. C'était le joint. Elle a bricolé une solution temporaire avec une bande de toile cirée qu'elle a trouvée dans la grange. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux. Et quand elle l'a assemblé, elle a ressenti la satisfaction solide et silencieuse d'un problème réduit, sinon résolu. Elle avait toujours été comme ça. Pas une femme de grands gestes, pas une femme de discours, mais une femme qui remarquait le joint de la glacière et faisait quelque chose à ce sujet, pendant que les gens autour d'elle parlaient encore de faire quelque chose à ce sujet. L'après-midi est arrivé vite et fort. Roy, 11 ans et bâti comme s'il avait l'intention d'être plus grand qu'il ne l'était actuellement, est venu la trouver alors qu'elle réparait des manteaux à la table de la cuisine. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte avec un air qui se voulait décontracté et ne l'était pas. « Caleb dit que vous allez essayer de prendre le contrôle, » a dit Roy. Clara a posé le manteau. Prendre le contrôle de quoi? Roy s'est agité. De la maison, de nos affaires. Il dit que les femmes comme vous font toujours ça. Les femmes comme moi, a dit Clara. Il ne voulait pas dire. Roy s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Roy avait l'air mal à l'aise, ce qui, selon Clara, était approprié. Parce que ce qu'il rapportait n'était pas approprié, et une partie de lui le comprenait. Il voulait juste dire que vous allez essayer de tout changer. Certaines choses ont besoin d'être changées, a dit Clara. Cette lame de plancher dans le couloir de l'étage doit être changée avant que quelqu'un ne se casse une cheville. La glacière devait être changée aujourd'hui. Les boutons de votre manteau doivent être changés, et je suis en train de le faire. Elle a repris le manteau. D'autres choses n'ont pas besoin d'être changées. Votre père est en bout de table. Votre sœur a fait tourner cette maison. Je ne suis pas ici pour prendre le contrôle de quoi que ce soit. Je suis ici pour aider avec ce qui reste après que tout le monde a fait ce qu'il pouvait. Roy l'a regardé coudre. Après un moment, il a dit « Vous cousez vite. C'est l'habitude, » a-t-elle dit. Maman ne savait pas coudre pour un sou, a-t-il dit, puis a eu l'air horrifié de l'avoir dit. Clara a gardé un visage entièrement calme. Beaucoup de gens ne savent pas.
C'est une compétence qui s'apprend, pas innée. Roy s'est détendue un peu. Elle était très douée pour d'autres choses. Je m'en doute, a dit Clara. Elle pouvait siffler très fort, a dit Roy, comme avec 2 doigts. Elle nous appelait du chant lointain comme ça. On pouvait l'entendre jusqu'au-delà de la clôture. Clara a hoché la tête. Elle a continué à coudre. Roy est resté dans l'embrasure de la porte 1 minute de plus, puis a dit « Le bouton est censé être un peu plus haut sur ce manteau. » Il a été réourlé. Clara a regardé le manteau. Elle a regardé Roy. « Montrez-moi » a-t-elle dit, et le lui a tendu. Il est entré. Il lui a montré. Elle a déplacé le bouton. Il est ressorti, ayant un peu moins l'air d'un garçon envoyé avec un message et un peu plus l'air de lui-même. Caleb, Clara l'avait décidé, prendrait plus de temps. Elle ne s'était pas trompée. Il est apparu ce soir-là au souper. Le repas qu'elle avait préparé avec le reste de lard salé et de haricots secs, accompagné de pain de maïs. Il s'est assis à table avec les épaules disposées dans la posture de quelqu'un qui avait décidé à l'avance qu'il n'allait pas aimer ce qu'il y avait dans l'assiette. Il a regardé la nourriture. Il a regardé son père. Il a regardé ostensiblement, pas Clara. Daniel a dit « Caleb ». Caleb a pris sa fourchette. Clara s'est assise, a rempli sa propre assiette et a dit à James qui était à côté d'elle. À quelle distance se trouve la clôture et d'ici? James a cligné des yeux. De la maison? Peut-être un demi-mile. Et on peut entendre d'ici à là-bas? Si quelqu'un siffle assez fort, a dit James, puis il a regardé Roy. Et Roy a regardé la table, et quelque chose est passé entre eux. Le code fraternel particulier d'un souvenir partagé. Et aucun d'eux n'a rien dit, mais tous les deux l'ont ressenti. La fourchette de Caleb s'est arrêtée. Il regardait James, puis Roy. Et Clara pouvait le voir essayer de décider si ce qui venait de se passer était quelque chose qui le mettait en colère ou quelque chose dont il ne pouvait pas être en colère. Il a posé sa fourchette. « Vous avez posé des questions sur maman », a-t-il dit à Clara. Ce n'était pas une question. Les gens m'ont parlé d'elle, a dit Clara. Il y a une différence. C'est la même chose. Non, a dit Clara. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas demandé. J'ai écouté. Les gens me disent des choses parce qu'ils le veulent, pas parce que j'ai insisté. Elle l'a regardé directement. Vous n'avez rien à me dire. Vous n'avez pas du tout à me parler si c'est ce dont vous avez besoin. Mais vous mangerez votre souper parce que je l'ai préparé, que votre père est à table et que c'est ce que nous faisons. Caleb l'a dévisagé. La table était très silencieuse. Daniel n'a rien dit. Il regardait Clara avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Pas de l'alarme, pas de l'approbation. Quelque chose de plus réservé que l'un ou l'autre. Caleb a repris sa fourchette. Il a mangé. Ce n'était pas une reddition. Clara ne se faisait aucune illusion que c'était une reddition. C'était une pause dans les hostilités, rien de plus. Et elle l'a acceptée pour ce qu'elle était. Après le souper, alors qu'elle lavait les assiettes, elle a entendu des voix s'élever du salon. Elle s'est séché les mains et s'est dirigée vers l'embrasure de la porte sans s'annoncer. Caleb et Thomas se disputaient de la manière basse et intense des frères qui avaient appris à se battre sans volume pour éviter d'impliquer les adultes. Et maintenant, l'adulte était juste là. Alors ils se sont tous les deux arrêtés et l'ont regardé. « Quoi? » a dit Caleb. « Rien, » a dit Clara. « Continuez. » Elle est retournée à la cuisine. Elle les a entendus se taire. Puis elle a entendu Thomas dire quelque chose à voix basse et Caleb renifler. Ce n'était pas amical exactement, mais c'était quelque chose de réel. Une chose qui n'avait pas besoin d'elle. Elle a rangé les assiettes. Plus tard dans la nuit, elle était assise sur la marche du porche arrière. Elle avait décidé que ce serait son lieu de réflexion. Le seul endroit dans cette maison bondée où elle pourrait avoir 5 minutes qui n'appartenaient aux besoins de personne. Quand elle a entendu la porte s'ouvrir derrière elle, elle s'attendait à Daniel. Ce n'était pas Daniel, c'était Neva. La jeune fille s'est assise 2 marches au-dessus d'elle, ce qui les plaçait en biais plutôt que côte à côte. Assez près pour parler, assez loin pour se retirer. Clara a reconnu la géométrie de la situation. Elle l'avait utilisée elle-même avec des gens en qui elle n'avait pas encore confiance. Neva a dit « Willie a mangé tout son souper. »« C'est vrai, » a dit Clara. « Il ne le faisait plus depuis maman. » Clara n'a rien dit. « Il mangeait bien avant, » a dit Neva. « Et puis elle est morte, et il a juste arrêté de vouloir manger. » Elle a fait une pause. Il parlait plus aussi. Il n'est pas stupide. Il comprend tout. Il a juste arrêté de parler. Le deuil affecte les gens différemment, a dit Clara. Avoir 3 ans ne signifie pas qu'on le ressent moins. Parfois, cela signifie qu'on le ressent plus parce qu'on n'a pas de mots pour ça. Neva est restée silencieuse un moment. Il vous a tendu son assiette hier soir. C'est vrai. Il n'a fait ça pour personne. Clara a gardé les yeux sur l'obscurité de la cour. Il avait faim, a-t-elle dit. Et j'étais la personne la plus proche avec de la nourriture. Ce n'est pas pour ça, a dit Neva. Clara n'a pas discuté. La nuit faisait ses bruits autour d'elle. Les chevaux, l'appel lointain de quelque chose dans les broussailles, la maison qui s'installe. Neva a ramené ses genoux et a enroulé ses bras autour. Et pendant un moment, elle ressemblait moins à une soldate de 17 ans et plus à une jeune fille de 17 ans, ce qu'elle était. « J'ai mal fait le pain », a dit Neva brusquement. Clara l'a regardé. « Quoi? Le pain? Il sort trop dense. Je le fais depuis 1 an et il sort toujours mal, et je ne sais pas ce que je fais de différent de ce que faisait maman. » Clara y a réfléchi. « Combien de temps le pétris-tu? Jusqu'à ce qu'il semble prêt. Et à quoi ressemble prêt pour toi? » Neva a fait une pause. Lisse, je suppose. Pas collant. C'est presque ça, a dit Clara. Mais il faut aller au-delà de lisse. Il y a un point après lisse où la pâte acquiert une sorte d'élasticité. Comme si,
Si tu appuies dessus, elle repousse. La plupart des gens s'arrêtent à Lys, et c'est pourquoi ils sortent danse. Neva a réfléchi à cela. Alors, vous me montrerez? Clara l'a regardé. Neva ne la regardait pas en retour. Elle regardait la cour, son menton légèrement relevé. La posture de quelqu'un qui vient de poser une question vulnérable et se prépare à toute réponse possible. Demain matin, a dit Clara. On le fera ensemble. Neva a hoché la tête une fois, sèchement. Elle s'est levée et est rentrée. Clara est restée assise sur la marche du porche, a respiré l'air de la nuit et a pensé, voilà, pas un début, peut-être même pas ça, mais un fil. Quelque chose de fin et de réel. Quelque chose qui n'était pas là il y a 2 jours. Elle est allée se coucher. Le matin, Daniel a frappé à sa porte avant le lever du soleil. Elle était déjà réveillée. La pompe à eau est gelée du côté nord, a-t-il dit à travers la porte. Ça n'affectera pas l'eau de la cuisine, mais je voulais que vous le sachiez. D'accord, a-t-elle dit. Une pause. Je voulais aussi. Il s'est arrêté, a recommencé. Ahmet, a-t-il mangé ses œufs hier sans faire d'histoire? Oui, a dit Clara. Une autre pause. Il n'a pas fait ça depuis des mois. Depuis la mort de Ruth, il devient têtu avec la nourriture. Le docteur a dit que c'était le deuil. Il a dit de ne pas insister. Je n'ai pas insisté, a dit Clara. J'ai juste mis les œufs devant lui. Un long silence de l'autre côté de la porte. D'accord, a finalement dit Daniel. D'accord, je voulais juste dire quelque chose à ce sujet. Notez, a dit Clara. Elle l'a entendu repartir dans le couloir. Elle est restée allongée un moment, a regardé le plafond et a pensé à un homme qui venait de venir à sa porte dans le noir pour dire quelque chose sur son fils qui mangeait des œufs. Il était venu là, ayant besoin de le dire à quelqu'un, de le raconter à quelqu'un. Parce qu'une bonne nouvelle a besoin d'un témoin, sinon elle n'existe à peine. Et depuis 14 mois, il n'y avait eu personne à qui le dire. Elle s'est levée et a allumé le poêle. Les jours ont commencé à se superposer. C'était la seule façon de le dire. Pas une transformation spectaculaire, pas une chaleur soudaine, mais une superposition. De la manière dont les matins s'additionnent pour former des semaines sans que l'on remarque chacun d'eux individuellement. Clara a appris le silence particulier de James quand il était sur le point de pleurer et ne voulait pas. Une immobilité qui s'emparait de lui, un vide prudent. Comme s'il se tenait très immobile pour que le sentiment passe. Elle a appris que la bravade de Roy était exactement de la taille de son incertitude, et qu'elle pouvait être dégonflée ou renforcée selon que l'on s'adressait à la bravade ou au garçon en dessous. Elle a appris qu'Emmett communiquait principalement par la proximité, que s'il venait se tenir près d'elle pendant qu'elle travaillait, il demandait quelque chose. Et ce quelque chose était généralement juste de la présence. Juste quelqu'un à proximité qui n'allait pas exiger de réponse. Elle a appris que Pearl observait tout, que Pearl construisait une théorie interne complexe sur Clara et présenterait ses conclusions quand elle serait prête, pas avant. Et elle a appris que Caleb était, sous sa résistance, le plus, comme elle. Quelqu'un qui faisait confiance lentement parce qu'il avait appris que la confiance était une ressource qui se dépensait sans toujours être renouvelée et qui essayait maladroitement de protéger ses frères et sœurs de quelque chose contre lequel on ne pouvait pas se protéger. Le risque de s'attacher à quelqu'un qui pourrait partir. Elle comprenait cela. Elle ne l'a pas dit. Elle était en train de réparer la lame de plancher de l'étage depuis 3 jours. Elle avait trouvé du bois de rechange dans la grange et emprunté les outils de Daniel, avec une permission qui consistait en sa demande et sa réponse « Allez-y », avec le léger étonnement d'un homme qui ne s'attendait pas à ce qu'elle sache quoi en faire. Quand Caleb est apparu en haut des escaliers, il l'a regardé pendant 1 minute entière avant de parler. « Vous savez comment faire ça ?» a-t-il dit. « Apparemment » a-t-elle dit, en ajustant la nouvelle lame. « Où avez-vous appris? » Dans la pension où je travaillais. Le propriétaire était vieux, j'étais valide et les choses avaient besoin d'être réparées. Caleb s'est approché d'un pas. Il a regardé ce qu'elle faisait. Malgré lui, elle pouvait le voir évaluer le travail. « Vous coupez le grain dans le mauvais sens » a-t-il dit. Elle s'est arrêtée. Elle a regardé ce qu'elle avait fait. Puis elle l'a regardé. « Montrez-moi » a-t-elle dit. Il est venu s'accroupir à côté d'elle et a corrigé l'angle avec des mains qui étaient déjà celles de quelqu'un qui connaissait les outils, qui avait été enseigné par quelqu'un qui les connaissait. Et pendant qu'il travaillait, elle a regardé son visage passer de garder à concentrer et vice-versa. Le garçon en lui faisant surface à travers l'armure. « Votre père vous a appris » a-t-elle dit. « Un peu » a dit Caleb. « Et Thomas » et il s'est arrêté. « Votre mère » a-t-elle dit. Il n'a pas répondu pendant un moment. Puis, elle n'avait pas peur des outils. Beaucoup de femmes en ont peur. Pas elle. Moi non plus, a dit Clara. Il lui a jeté un coup d'œil. Quelque chose de mesuré. Quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'approbation, mais qui était dans son voisinage général. Non, a-t-il dit. Je suppose que non. Il a fini de lui montrer la coupe. Il s'est levé. Il a dit « Emmett a peur de vous ». Clara a levé les yeux. Est-ce qu'il a peur? Pas peur, peur. Juste, vous faites les choses sans prévenir. Vous apparaissez et faites des choses. Il ne sait pas comment se préparer à ça. Que devrais-je faire différemment? A dit Clara. Caleb a cligné des yeux. Il ne s'attendait clairement pas à ce qu'elle demande. Il a travaillé sa mâchoire un moment. Peut-être parler d'abord. Avant de faire les choses, dites simplement ce que vous allez faire. Il aime savoir ce qui va arriver. Je le ferai, a dit Clara. Il a hoché la tête, a commencé à partir. Caleb, a-t-elle dit. Il s'est arrêté. Merci pour l'indication sur le grain et pour m'avoir parlé d'Emmett. Il n'a pas répondu à cela. Il est redescendu, mais ses épaules, Clara l'a remarqué, n'étaient pas disposées dans la même posture qu'à son arrivée. Elle a ajusté la lame de plancher. Elle l'a testée avec son poids. Elle a tenu. Ce soir-là, le temps a changé. Daniel est rentré des corvées du soir avec cette expression particulière sur la mâchoire.
qui signifiait qu'il avait quelque chose en tête qui n'était pas les chevaux. Il s'est assis à la table du souper. Les garçons plus âgés ont mangé et se sont dispersés. Neva a emmené les petits à l'étage. Et puis il n'y avait plus que Daniel et Clara à table avec les restes du souper entre eux. Il a tourné sa tasse de café dans ses mains et a dit « Je dois aller à Caldwell Flats après-demain. Il y a une réunion de créanciers que je ne peux pas manquer. »« D'accord, » a dit Clara. « Je serai partie toute la journée, peut-être jusqu'au soir. On se débrouillera, » a-t-elle dit. Il l'a regardé. « Vous seriez seul avec les 8. Je comprends ça. » Il est resté silencieux. Puis, Neva est capable. Elle connaît les routines. « Je sais qu'elle l'est, » a dit Clara. « On travaillera ensemble. » Quelque chose a vacillé sur son visage. « Je ne les ai pas laissés seuls sans moi depuis la mort de Ruth. Je les ai emmenés avec moi quand je devais partir, ou j'ai fait venir Madame Halverson de la ferme voisine pour rester avec eux. » Clara l'a regardé. « Y a-t-il une raison pour laquelle vous me dites ça? » Il a posé la tasse. « Parce que ça veut dire que je vous fais confiance avec eux, avec tous. Et je ne veux pas que vous pensiez que c'est une petite chose, parce que ça ne l'est pas. » La cuisine était très silencieuse. Clara a regardé cet homme usé, prudent, peu démonstratif, qui était venu à sa porte dans le noir pour lui parler d'eux, et qui maintenant, dans le langage le plus simple dont il semblait capable, disait quelque chose qui exigeait une sorte de courage. Un courage qu'elle soupçonnait qu'il n'avait pas beaucoup l'habitude d'utiliser. « Je prendrai soin d'eux, » a-t-elle dit. « Vous avez ma parole. » Il a hoché la tête. Il a repris sa tasse. « Monsieur Mercer, » a-t-elle dit. Il l'a regardé. « Le joint de la glacière. J'ai mis une solution temporaire, mais il faudra un remplacement approprié avant l'été. Le magasin d'aliments pour animaux à Caldwell Flats aurait le bon matériau. » Il a cligné des yeux. Et puis doucement, de manière inattendue, il a presque souri. Ce n'était pas tout à fait un sourire. Juste la forme d'un sourire au coin de sa bouche. Là est parti. « Je le mettrai sur la liste, » a-t-il dit. Clara a débarrassé la table. La nuit s'est installée autour du ranch Mercer. Et quelque part, dans les chambres de l'étage, 8 enfants qui avaient survécu commençaient très lentement, très prudemment, à faire quelque chose qui pourrait finalement devenir plus que ça. Et dans la cuisine, une femme qui avait été vendue pour 42 $ sur une place publique lavait la vaisselle, avec l'efficacité calme et déterminée de quelqu'un qui avait toujours connu sa propre valeur, qui avait simplement attendu patiemment et sans amertume que le monde autour d'elle rattrape son retard. Elle a suspendu le torchon pour le faire sécher. Elle est allée dans sa chambre. Elle n'a pas verrouillé la porte. Elle ne l'avait pas verrouillée depuis la 2e nuit. Daniel est parti pour Caldwell Flats avant le lever du soleil. Clara a entendu la charrette partir de sa chambre, le grincement de l'essieu, le rythme lent des sabots sur le sol sec s'estompant vers le nord. Elle est restée immobile pendant exactement 30 secondes, l'écoutant partir. Puis elle s'est levée et a allumé le poêle. Au moment où les enfants sont descendus, le petit déjeuner était prêt et la journée avait une forme. Elle avait réfléchi aux heures la veille, non pas parce qu'elle était anxieuse, mais parce qu'une journée avec 8 enfants et 102e adulte était une journée qui récompensait la préparation. Elle savait lesquels avaient besoin d'être dirigés et lesquels avaient besoin d'espace. Elle savait qu'Emmett se sentirait mieux si elle lui disait avant que quoi que ce soit n'arrive à quoi ressemblerait la matinée. Elle l'avait fait la nuit dernière, brièvement, en passant devant sa chambre pour voir Willie. Elle avait frappé au cadre de la porte et dit « Ton père va en ville demain. Je serai là. Petit déjeuner à l'heure habituelle. Rien de différent. » Emmett l'avait regardé depuis son lit et n'avait rien dit, mais il avait hoché la tête, et elle avait pris ça pour ce que c'était. Le petit déjeuner s'est bien passé. Même Caleb a mangé sans trouver de raison de ne pas le faire. Thomas, qui avait l'instinct de quelqu'un né pour être utile, a demandé à Clara avant de sortir pour les corvées s'il y avait quelque chose dont elle avait besoin de la grange. Elle a dit la boîte de graisse pour essieu sur la 2e étagère. Elle avait remarqué que la charnière de la glacière était raide au-delà du simple problème de joint. Thomas est revenu avec la boîte sans commentaire. Le premier test de la journée est arrivé à 9 heures. Roy et James se sont disputés pour quelque chose dans la cour. Clara a entendu la dispute passer de chamaillerie à quelque chose de plus fort. Elle est venue à la porte et a regardé pendant exactement 10 secondes avant que James ne pousse Roy. Et Roy a riposté durement avec la main ouverte et James est tombé dans la poussière. Clara est sortie. « Debout », a-t-elle dit à James. « Tu n'es pas blessé. » James s'est relevé, furieux et embarrassé. « Il m'a poussé en premier », a dit Roy. « Je sais », a dit Clara. « James, tu as poussé en premier. Roy, tu as frappé avec la main ouverte. Vous avez tous les deux tort. Différentes sortes de torts. » Elle a regardé Roy. Un garçon plus grand qui frappe avec tout son bras. Quelqu'un perd des dents. « Tu comprends ce que je dis? » La mâchoire de Roy était crispée. « Je n'allais pas le frapper si fort. Tu ne le sais pas avant qu'il ne soit trop tard, » a dit Clara. « Et alors, il est trop tard. » Elle les a regardés tous les deux. « Pourquoi vous battiez-vous? » Silence. « Pour la bonne corde, » a marmonné James. « Où est-elle? » Roy a montré la clôture. « Roy, James prend la corde pendant 1 heure. Après ça, Roy la prend. Celui qui se dispute à ce sujet creusera les trous de poteaux que votre père a laissés du côté sud. » Elle les a regardés tous les deux. Des questions? Aucun d'eux n'avait de questions. Elle est rentrée. Neva se tenait juste à l'intérieur de la porte. Elle avait tout vu. Elle a dit « Papa les envoie généralement tous les deux à la grange jusqu'à ce qu'ils se calment. »« Est-ce que ça marche? » a dit Clara. « Jamais pensé à ça. Pas vraiment. Ils reviennent juste plus en colère et plus silencieux à ce sujet. »« C'est ce que je pensais, » a dit Clara. Elle est allée à la glacière et a appliqué la graisse pour essieu sur la charnière avec des gestes méthodiques.
Derrière elle, elle a entendu Neva faire un petit bruit. Quelque chose qui, chez une autre fille, aurait pu être un rire. Et puis la jeune fille plus âgée s'est éloignée dans le salon et Clara a classé ce son quelque part avec soin. La leçon de pain a eu lieu après le repas de midi. Neva se tenait à côté de Clara au plan de travail, de la farine sur les mains et une expression de concentration extrême. Et Clara lui a expliqué la pâte, pas avec des instructions exactement, mais avec des questions. Comment la sens-tu maintenant? Qu'est-ce qui a changé quand tu as ajouté le reste de l'eau? Appuie-la. Qu'est-ce que ça fait? Neva a répondu à chaque question avec le sérieux précis de quelqu'un qui avait décidé que cela valait la peine d'être fait correctement. Quand la pâte a atteint le bon point, cette élasticité, ce retour, Clara a dit « là, sans ça ». Neva a appuyé sa paume. Elle l'a senti. Quelque chose s'est ouvert sur son visage. Silencieux, mais réel. L'expression d'une personne qui vient de comprendre quelque chose qu'elle échouait à faire depuis 1 an. « C'est ça », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « C'est ça », a dit Clara. Elles ont façonné les pains ensemble. Neva les a glissés elle-même dans le four. Et quand elle s'est redressée, elle s'est essuyé les mains sur son tablier et a dit sans regarder Clara. « Je le fais mal depuis janvier. » « Tu le faisais du mieux que tu savais, » a dit Clara. « Ce n'était pas assez bien. Tu avais 17 ans et tu tenais une maison pour 8 personnes, » a dit Clara. Assez bien était un objectif mouvant. Neva l'a regardé alors, pleinement, directement. L'expression scellée s'est fissurée juste assez pour montrer quelque chose de réel en dessous. « J'ai essayé, » a-t-elle dit. « J'ai vraiment essayé. Après maman, j'ai essayé de faire tout ce qu'elle faisait et je n'arrivais pas à en faire la moitié. Et papa n'a jamais rien dit, mais je savais. »« Votre père ne tenait pas les comptes, » a dit Clara. « Moi si, » a dit Neva. Clara a posé ses mains à plat sur le plan de travail. Elle a regardé cette fille qui avait porté un poids impossible à 2 bras et appelait ça un échec moral chaque fois que ses bras tremblaient. « Neva, » a-t-elle dit, « tu as maintenu cette famille en vie. Pas gérée, pas entretenue, maintenue en vie. C'est différent d'un pain qui lève, n'est-ce pas? » La gorge de Neva a bougé. Ses yeux sont devenus durs. De la manière dont les yeux deviennent durs quand quelqu'un refuse de pleurer. « Je sais, » a-t-elle dit. « Non, » a dit Clara doucement. « Tu penses savoir. Il y a encore une différence. » Le silence entre elles était du genre qui contenait quelque chose. Le début de quelque chose, ou une porte laissée entrouverte que ni l'une ni l'autre n'allait pointer directement. Puis Pearl est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine et a dit « Quelque chose sent bon ». Et Neva s'est reculée de la table et est redevenue une jeune de 17 ans, l'armure de retour en place. Et Clara est allée vérifier le four. Et le moment s'est terminé comme les vrais moments se terminent. Silencieusement, sans résolution, laissant quelque chose derrière comme une empreinte de main dans de la pâte fraîche. Daniel est revenu de Caldwell Flats plus tard que prévu. La lumière était complètement partie au moment où Clara a entendu la charrette. Elle avait gardé le souper au chaud. Les enfants étaient à divers stades de préparation pour la nuit. Les petits déjà à l'étage, les garçons plus âgés dans le salon. Neva cousant près de la fenêtre. Il est entré par l'arrière et s'est arrêté en voyant la cuisine. Le pain était sur la table. Le pain de Neva, bien levé cette fois, doré et uniforme. Et sentant ce qu'une maison est censée sentir. Daniel est resté là. Il a enlevé son chapeau. « Neva l'a fait », a dit Clara. Il a regardé vers le salon, puis il y est allé. Clara l'a entendu s'arrêter dans l'embrasure de la porte, l'a entendu dire le nom de sa fille doucement, a entendu Neva dire « C'est juste du pain, papa », a entendu la rugosité particulière dans sa voix quand il a dit « Non, ce n'est pas le cas ». Clara a remué le ragoût et leur a laissé leur moment. Quand il est revenu à la cuisine, ses yeux étaient prudents. De la manière dont les yeux sont prudents quand ils ont presque révélé quelque chose. Il s'est assis et Clara a mis le souper devant lui. Il a mangé et quand il a presque fini, il a dit que la réunion des créanciers n'avait pas été bonne. Clara s'est assise en face de lui. À quel point? Il a tourné sa tasse. Il y a une créance sur les pâturages du Nord. Je la remboursais, mais le taux a été ajusté et je suis en retard. 3 mois de retard. Il l'a dit platement, de la manière dont les gens énoncent des faits avec lesquels ils vivent depuis assez longtemps pour que le choc se soit dissipé. Et elle laissé quelque chose de plus terne et de plus permanent. L'homme à la banque s'appelle Aldis Whitmore. Il est nouveau. L'homme précédent m'aurait donné jusqu'au printemps pour restructurer. Whitmore m'a donné 60 jours. Clara a absorbé cela. 60 jours à partir d'aujourd'hui? À partir de lundi. Il l'a regardé. Je vous le dis parce que vous êtes dans cette maison et que vous méritez de connaître la situation. J'apprécie, a-t-elle dit. Je ne suis pas. Il s'est arrêté. Je ne veux pas que vous ayez l'impression d'être arrivé dans quelque chose qui coule. Je suis arrivé dans quelque chose qui lutte, a dit Clara. Ce n'est pas la même chose que couler. Pas encore. Il l'a regardé. C'est une distinction très précise. Je suis une personne précise, a-t-elle dit. Quelque chose a bougé au coin de sa bouche. Ce presque sourire à nouveau, là est parti. J'ai remarqué. Il est allé se coucher. Clara est restée à table un peu plus longtemps et a pensé à un homme nommé Aldis Whitmore à la banque de Caldwell Flats. Et à 60 jours et au pâturage du Nord. Et à 8 enfants endormis à l'étage qui ne savaient rien de tout cela encore. Elle est allée dans sa chambre. Elle n'a pas dormi facilement. La tempête est arrivée un jeudi, 3 semaines après le retour de Daniel de la réunion des créanciers. Elle s'est annoncée comme les tempêtes du Texas s'annoncent. Pas progressivement, mais soudainement, le ciel passant de clair à menaçant en moins d'1 heure. La température chutant si vite que les animaux dans la grange l'ont senti avant quiconque dans la maison. Daniel a rentré les chevaux.
Thomas et Caleb ont mis le matériel à l'abri. Clara a fait rentrer les enfants, tous les 8 présents et compté 2 fois. Et puis le front est arrivé. Ce n'était pas une petite tempête. Le vent est venu en premier, puis le grésil, puis un froid qui pressait contre chaque mur de la maison comme quelque chose avec une intention. En 2 heures, la température à l'intérieur de la maison avait suffisamment baissé pour que tout le monde le sente. Même avec le poêle de la cuisine et la cheminée du salon tous deux allumés, Daniel brûlait du bois plus vite que prévu. Il l'a dit, et Clara n'a rien dit, mais elle a fait le tour de la maison, fermant toutes les portes intérieures pour contenir la chaleur. Et elle a rassemblé les petits, Pearl, Emmett, Willie, dans la cuisine, qui était la pièce la plus chaude. Elle les a installés près du poêle avec des couvertures et la boîte de boutons qu'elle avait trouvée dans le panier à couture. Parce que des enfants occupés étaient des enfants qui ne paniquaient pas. Willie s'est assis entre Emmett et Pearl et a trié les boutons par couleur avec la gravité concentrée d'un enfant de 3 ans accomplissant un travail important. Clara a fait de la bouillie de maïs chaude avec le dernier sucre brun. Elle a nourri les petits, puis elle a nourri les plus grands à mesure qu'ils entraient. Thomas en premier, encore à moitié gelé de la grange, enroulant ses mains autour du bol. Puis Roy et James, puis Caleb, qui est entré en dernier et essayait de ne pas montrer qu'il avait froid et n'y parvenait pas. « Assieds-toi », a dit Clara. Il s'est assis. Elle a mis un bol devant lui. Elle n'a pas commenté ses frissons. Il a mangé. Daniel est entré en dernier, de la glace dans sa barbe. Clara avait du café qui attendait, et elle le lui a tendu avant qu'il n'ait à moitié enlevé son manteau. Il l'a pris à 2 mains et a bu, et elle est retournée au poêle. Et la pièce était pleine de corps et de chaleur, et du son de la tempête dehors pressant contre tout cela. C'était la chose qu'aucun d'eux n'avait vécue en 14 mois. Ce sentiment particulier d'un foyer rassemblé contre quelque chose. Avant, quand les ennuis arrivaient, Daniel les gérait seul, et les enfants sentaient la solitude dans cela, même s'ils ne pouvaient pas la nommer. Maintenant, la pièce avait une qualité différente. Pas la sécurité exactement. La tempête était réelle, et le froid était réel, mais quelque chose d'adjacent. Quelque chose qui disait compter, pris en compte, tenu. Neva s'est assise à côté de Pearl et l'a aidé à trier les boutons. C'était la première fois que Clara voyait Neva simplement s'asseoir avec les petits sans les gérer. Clara l'a remarqué. Elle n'a rien dit. Thomas, de l'autre côté de la pièce. Combien de temps ça dure? Daniel. Ça pourrait être juste cette nuit. Ça pourrait être 2 jours. Difficile à savoir. On a assez de bois, a dit Roy. On fera attention, a dit Daniel. Je peux aller en couper plus, a dit Thomas. Pas dans ça, a dit Daniel. Pas ce soir. Caleb a dit. Il y a les cordes empilées derrière l'abri à matériel. On ne les a pas rentrées. Je sais, a dit Daniel. Silence, la tempête dehors, le poêle qui crépite. Clara a dit sans se détourner de ce qu'elle faisait. Dès que le temps se calme un peu, Thomas et Caleb vont chercher les cordes de derrière. Roy, toi et James, vous gardez l'approvisionnement de devant empilé. Emmett, tu prépares le petit bois qui est déjà à l'intérieur. Elle a fait une pause. De cette façon, quand votre père devra prendre des décisions sur les choses plus importantes, le bois n'en sera pas une. Personne n'a contesté cela. Daniel a regardé son dos. Elle pouvait le sentir, cette qualité particulière d'attention qu'elle avait remarqué qu'il lui accordait quand elle faisait quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Elle a gardé les yeux sur ce qu'elle faisait. « Papa », a dit James du coin, « pourquoi as-tu acheté Mademoiselle Clara? » La pièce est devenue absolument silencieuse. Les mains de Clara ne se sont pas arrêtées. James, qui avait l'ignorance totale d'un enfant de 9 ans sur le moment mal choisi d'une question, a regardé les visages figés de tout le monde et a ajouté « Je veux dire, à la vente aux enchères. J'ai entendu Roy en parler. Il a dit que Mademoiselle Clara a été achetée pour 42 $. La mâchoire de Daniel était une ligne dure. Roy a dit « Je t'avais dit de ne pas en parler. »« Je demande juste », a dit James. Clara s'est détournée du poêle. Elle a regardé James directement. « Tu veux savoir pourquoi ton père est venu à la vente aux enchères? » a-t-elle dit. « Et ce que ça signifie? » James l'a regardé. Il a hoché la tête. Elle s'est assise à table, pas de l'autre côté de la pièce, pas au poêle. Elle s'est assise à leur niveau. Et elle les a tous regardés, les plus grands inclus, parce qu'elle pouvait sentir que tout le monde dans cette pièce attendait cette réponse, même si seul James était assez jeune pour l'avoir demandé à voix haute. « Il y a eu une vente aux enchères, » a-t-elle dit, parce que le comté avait décidé que j'étais un problème qu'il devait résoudre. Je n'avais pas de famille ici. Je n'avais pas de travail. Il mettait les femmes comme ça sous contrat, et il vendait le contrat à quiconque le prendrait. Elle a gardé une voix égale, ni amère, ni douce, juste simple. Votre père est venu à cette vente aux enchères parce qu'il avait 8 enfants et une seule paire de mains, et un ranch qu'il tenait debout par la seule volonté. Il avait besoin d'aide. J'avais besoin de travail. Il a payé 42 $, ce qui était mon prix, parce que c'est lui qui a levé la main, James a dit. Mais c'était comme acheter une personne. On avait l'impression que c'était ça, a dit Clara. Oui, c'est mal, a dit James. Il l'a dit simplement, avec la clarté morale d'un enfant de 9 ans qui n'avait pas encore appris à habiller ce genre de déclaration de politesse. C'est mal, a dit Clara. Papa a mal agi. Elle a regardé Daniel. Il la regardait avec une expression qui était préparée. L'expression d'un homme attendant un verdict. Votre père est entré dans une situation qui était déjà mauvaise, a dit Clara prudemment. Et il a choisi comment se comporter à l'intérieur. Il aurait pu me traiter comme une propriété. Il ne l'a pas fait. Il m'a donné une chambre avec un verrou. Il m'a dit dès la première nuit que sa maison ne serait pas un endroit où l'on me parlerait mal.
Elle a fait une pause. Ça ne rend pas la vente aux enchères juste. Rien ne rend la vente aux enchères juste. Mais ça veut dire que votre père n'est pas la pire partie de cette histoire. James a réfléchi à cela. Puis il a dit, « Êtes-vous contente d'être venue ici? » La pièce était très silencieuse. Clara a réfléchi à la réponse assez longtemps pour qu'elle soit réelle. « Je suis contente que Willie mange à nouveau ses repas, a-t-elle dit. Je suis contente que les cheveux de Pearl soient bien coiffés. Je suis contente que le pain de votre sœur est élevé cette semaine. » Elle a regardé la table. Le reste, je suis encore en train de le déterminer. C'était honnête. C'était la chose la plus honnête qu'elle aurait pu dire, et la pièce l'a reçue comme telle. Pas une réponse parfaite, mais une réponse vraie. Daniel a dit doucement, c'est une réponse juste. Elle l'a regardé. Il l'a regardé en retour. Quelque chose est passé entre eux dans ce regard que ni l'un ni l'autre n'avait de mots pour. Pourtant, il était trop tôt pour les mots, trop nouveau et trop compliqué. Mais c'était là, assez solide pour que tous les deux le sentent, et aucun d'eux n'a bougé pour l'examiner directement. Willie, qui était resté silencieux pendant tout ce temps, a levé un bouton, en laiton, légèrement plus grand que les autres, et a dit à personne en particulier « joli ». Tout le monde le regardait. C'était le premier mot qu'il avait prononcé en présence de quelqu'un d'autre que Clara depuis la mort de sa mère. Pearl a éclaté en sanglots. Neva était de l'autre côté de la pièce avant que quiconque n'ait bougé, tombant à genoux à côté de Willie. Thomas a fait un bruit comme s'il avait été frappé et s'est tourné vers le mur. Roy a pressé le dos de sa main contre sa bouche. Et Caleb. Caleb, qui avait été le mur, qui avait été la porte verrouillée, qui avait été la seule chose que Clara n'avait pas encore atteinte. Caleb a posé sa tête sur ses bras et ses épaules ont tremblé une fois, fort. Puis il est resté très immobile. La main de Daniel a trouvé le bord de la table. Clara est restée très immobile et a laissé faire. Elle a laissé le deuil et la joie et la chose compliquée et douloureuse qui existait entre eux traverser la pièce comme le temps, parce que c'était ce que c'était, le temps. Le genre qui s'était accumulé pendant 14 mois et avait besoin de tomber. Willie a regardé tout le monde pleurer et son visage s'est plissé de confusion. Il a tendu le bouton vers Clara. Elle l'a pris. « Merci », a-t-elle dit. Il a pioché dans la boîte à boutons, en a choisi un autre et le lui a tendu aussi. Elle a pris celui-là. Il a hoché la tête, satisfait, et est retourné à son tri. La tempête a pressé contre la maison toute la nuit. Ils l'ont géré ensemble. Clara a rationné le bois au feeling, comprenant le poêle et la cheminée maintenant de la manière dont elle comprenait la plupart des choses, par une attention patiente plutôt que par des instructions. Neva a emmené les petits à l'étage après qu'ils se soient endormis sur leurs boutons, portant Pearl, Emmett marchant à côté d'elle. Willie, porté par Thomas, qui s'était ressaisi et se déplaçait maintenant dans la maison avec l'efficacité calme et déterminée d'un garçon faisant ce qui devait être fait, parce que cela devait être fait. Caleb n'avait pas parlé depuis que son épaule avait tremblé. Il s'était levé et il avait aidé. Il avait fendu le petit bois restant à l'intérieur. Il avait vérifié l'approvisionnement en eau. Il avait vérifié les animaux une dernière fois malgré le froid, tout cela sans qu'on le lui demande. Clara l'a regardé se déplacer dans la maison et n'a rien dit. Parce que ce dont Caleb avait besoin maintenant n'était pas une conversation, c'était le travail. Le travail utile, concret, immédiat qui donnait aux mains d'une personne quelque chose à faire pendant que le reste d'elle rattrapait son retard. Elle comprenait cela parce qu'elle avait été Caleb. Elle avait été Caleb tous les jours pendant des années avant de trouver sa propre version de l'équilibre. À un moment donné, après minuit, quand la maison était aussi calme qu'elle allait l'être, Clara s'est assise dans la cuisine avec une tasse de thé, et Daniel est venu s'asseoir en face d'elle. Aucun d'eux ne l'avait prévu. C'est simplement arrivé comme les choses arrivent dans une maison à minuit quand deux personnes sont toutes deux trop responsables pour dormir pendant une tempête. Il a dit « Willie? »« Oui, a-t-elle dit. »« 14 mois, a-t-il dit. »« Je sais. » Il est resté silencieux un moment. La tempête, le poêle. Il a tourné sa tasse lentement. « Qu'avez-vous fait avec lui cette première nuit? »« Rien, a-t-elle dit. Je ne l'ai juste pas forcé à venir à moi. » Il l'a regardé. La plupart des gens, quand un enfant souffre, ils vont vers l'enfant. Ils essaient de réparer. Ils essaient de tendre la main et de le faire sortir. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse. Willie n'avait pas besoin qu'on tende la main. Il avait besoin que quelqu'un reste immobile assez longtemps pour qu'il sorte de lui-même. Daniel a dit « Comment le saviez-vous? » « Parce que c'est ce dont j'aurais eu besoin, a-t-elle dit. » Le silence entre eux était différent du silence des premiers jours. Plus dense, plus chaud. Le silence de personnes qui avaient accumulé assez d'expériences partagées pour que le silence n'ait plus besoin d'explication. Il a dit « Je dois vous dire quelque chose sur la situation avec Whitmore. » Elle l'a regardé. « Il est venu au ranch aujourd'hui, » a dit Daniel. « Pendant que j'étais à la réunion en ville, il est venu ici. » Clara a posé sa tasse. « Il est venu sur la propriété pendant votre absence. » Neva a ouvert la porte. Elle ne l'a pas laissé entrer. Elle est assez intelligente pour ça. Mais il lui a donné une lettre. Il a sorti une enveloppe pliée de la poche de sa chemise et l'a glissée sur la table. C'est un avis formel. Il a avancé la date limite. Clara a regardé l'enveloppe sans la toucher. De 60 jours à 30. Sa voix était plate. Il dit qu'il y a des irrégularités dans la documentation originale de la créance. Il dit qu'une réévaluation est nécessaire. Il dit que si je ne peux pas satisfaire la réévaluation en 30 jours, le pâturage du Nord revient à la banque. Peut-il faire ça?
Whitmore semble le penser, a dit Daniel. Il est nouveau. Il vient du bureau de Houston. Il a l'autorité de la banque derrière lui et je n'ai pas d'avocat. Clara a pris l'enveloppe. Elle l'a ouverte. Elle a lu la lettre avec la même attention méthodique qu'elle apportait à tout, sans se presser, sans sauter de ligne. Quand elle a fini, elle l'a posée. Ce langage, a-t-elle dit, sur les irrégularités, c'est vague. J'ai remarqué. Un homme avec une réclamation légitime n'a pas besoin de langage vague. Soit il a la documentation, soit il ne l'a pas. Elle a tapoté la lettre. Que dit la créance originale? Les termes exacts? Daniel l'a regardé. Vous comprenez ce genre de document? J'ai géré une pension, a-t-elle dit. Le propriétaire avait 3 propriétés et un avocat qui facturait au mot. J'ai appris à lire les documents parce que personne d'autre n'allait le faire pour moi. Il s'est levé, est allé à l'étagère au-dessus de la cheminée et est revenu avec un dossier en cuir usé. Il s'est assis, l'a ouvert et a étalé les papiers de la créance entre eux. Ils se sont assis ensemble à la table de la cuisine pendant que la tempête faisait rage dehors. Ils ont lu et Daniel a expliqué ce dont il se souvenait de l'accord original. Et Clara a posé des questions précises, pratiques, le genre qui exigeait des réponses précises. Et lentement, la forme de la situation est devenue plus claire. Ce qui est devenu clair, c'est ceci. La créance originale avait une clause de taux fixe. L'affirmation de Whitmore selon laquelle le taux avait été ajusté était, à première vue, contredite par le document posé là, sur la table. Clara a dit, soit Whitmore n'a pas lu ceci attentivement, soit il parie que vous ne l'avez pas lu attentivement. Daniel a fixé le papier. Il parie sur la deuxième option, a-t-il dit. Sa voix avait changé. L'épuisement était toujours là, mais en dessous maintenant, il y avait autre chose. Quelque chose de plus dur et de plus éveillé. Je n'ai jamais. J'ai signé ça dans une mauvaise semaine, juste après que Ruth soit tombée malade. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas lu comme j'aurais dû. La plupart des gens ne le font pas, a dit Clara. Il le sait. La main de Daniel s'est aplatie sur le document. Que dois-je faire? Clara l'a regardé. Cet homme qui était entré dans une vente aux enchères pour résoudre un problème et qui était rentré à la maison avec une femme qui était maintenant assise à sa table de cuisine à minuit, au milieu d'une tempête, lisant un document de créance et trouvant ce qui pourrait être la chose qui sauverait son pâturage du Nord. Elle a réfléchi à ce qu'elle allait dire. Elle a pensé au fait qu'elle était là depuis moins de 4 semaines. Elle a pensé à un contrat de 12 mois et à un ranch avec une clôture en difficulté. Et à 8 enfants et à un homme qui, en 14 mois, n'avait eu personne avec qui réfléchir. Elle a dit, il y a un juge itinérant qui passe par Caldwell Flats. J'ai entendu Mme Aldrich en parler une fois. Elle l'a mentionné dans le contexte d'un litige foncier qu'un des autres pensionnaires avait. Le tribunal itinérant a compétence sur les litiges de créances bancaires. Et une clause de taux fixe est exactement le genre de preuve documentaire claire sur laquelle un juge statue sans avoir besoin d'un avocat pour l'interpréter. Daniel l'a regardé. Vous pensez que je devrais le porter devant le tribunal itinérant? Je pense que vous devriez apporter le document au tribunal itinérant et le montrer à quiconque voudra le regarder. Et laisser le langage de la clause de taux fixe parler de lui-même. Elle a fait une pause. Je pense aussi que vous devriez le faire avant que Whitmore ne dépose ses papiers de réévaluation. Parce qu'une fois que c'est dans le dossier officiel, la charge de la preuve change. Silence. Dehors, la tempête a eu un long et bas frisson contre la maison. Clara, a dit Daniel. Elle l'a regardé. Quand je suis allé à cette vente aux enchères, il s'est arrêté, a recommencé plus prudemment. Je me suis dit que j'y allais parce que la maison avait besoin de quelqu'un, parce que les enfants avaient besoin de quelqu'un. C'était vrai. Il a regardé ses mains sur le document. Mais il y avait autre chose. Je vous ai regardé marcher jusqu'à cette estrade et vous tenir là, devant eux tous. Et ne pas plier, ne pas supplier, ne pas jouer la comédie. Vous vous êtes juste tenu là et vous avez encaissé. Comme quelqu'un qui avait déjà décidé que ça n'allait pas toucher la partie d'elle qui comptait. Il a fait une pause. J'ai pensé, c'est quelqu'un qui a traversé le feu et qui n'a pas été brûlé. J'ai pensé, c'est quelqu'un qui sait encore qui elle est. Clara était très immobile. Je ne vous ai pas acheté, a-t-il dit doucement. Je sais que c'est ce que dit le papier, mais ce n'est pas ce que je faisais. Elle l'a regardé pendant un long moment. Puis elle a dit, je sais. Elle le savait depuis un moment, en fait. Elle le savait de la manière dont elle savait la plupart des choses. Pas parce qu'une personne disait, mais parce qu'elle faisait. Dans les 1000 petits moments sans témoin qui s'additionnaient pour former un caractère. La chambre avec le verrou. La façon dont il disait à Thomas de parler respectueusement sans en faire tout un plat. La façon dont il était venu à sa porte dans le noir pour lui parler d'eux. Elle l'avait su. Je ne vous appartiens toujours pas, a-t-elle dit. Je veux que cela reste clair. C'est clair, a-t-il dit. Bien, a-t-elle dit. Elle a poussé le document vers lui. Apportez ça au greffier du tribunal itinérant quand le temps se calmera. Le premier jour disponible. N'attendez pas. Il l'a plié soigneusement et l'a remis dans le dossier en cuir. Il s'est levé. Il a pris sa tasse puis s'est arrêté. Merci, a-t-il dit. Pas de la même manière qu'il l'avait dit avant. Pas le merci formel et obligatoire d'un homme reconnaissant un service. Quelque chose de plus lent, quelque chose avec plus de poids derrière. Clara a pris sa propre tasse. Dormez un peu, Monsieur Mercer. Vous avez une tempête à finir d'attendre et une banque à combattre le matin. Il l'a regardé une dernière fois, puis il est allé se coucher. Clara est restée seule dans la cuisine et a écouté la tempête. Elle a pensé aux clauses de taux fixe et au juge itinérant. Et à un homme qui l'avait regardé se tenir sur une estrade et avait choisi de voir dans ce moment non pas un problème à résoudre, mais une personne qui connaissait déjà sa propre valeur. Elle a fini son thé. Elle a éteint la lampe de la cuisine.
Elle est allée dans sa chambre et s'est allongée dans le noir. Et quelque part à l'étage, Willie dormait avec un bouton en laiton dans son poing fermé. Et la tempête dehors était la chose la plus bruyante du monde. Et Clara Hayes ne comptait plus les jours, ni ne calculait les sorties, ni ne mesurait la distance entre elle et la porte. Elle était simplement là. Et ici, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait le dire, lui semblait être un endroit où il valait la peine d'être. La tempête s'est calmée un samedi matin. Clara l'a su avant d'ouvrir les yeux. La qualité du silence était différente. Le genre qui vient après que la pression se soit relâchée plutôt qu'avant qu'elle ne monte. Elle était debout et habillée en quelques minutes. Et quand elle est entrée dans la cuisine, Daniel était déjà à table avec le dossier en cuir devant lui et son chapeau sur la chaise à côté de lui. Il a levé les yeux. « Je serai à Caldwell Flats à 9 heures si je pars maintenant », a-t-il dit. « Les routes seront boueuses », a dit Clara. « Je sais. » Elle a allumé le poêle. « Mangez quelque chose d'abord. » Il a commencé à dire qu'il n'avait pas le temps et elle a mis du pain et des haricots froids devant lui sans lever les yeux. Il a mangé sans finir sa phrase. Elle s'est déplacée dans la cuisine pendant qu'il mangeait. Le café. Le premier feu du matin. L'inventaire mental de ce dont la journée avait besoin. Quand il a repoussé l'assiette, elle a rempli à nouveau son café et il l'a bu debout, le chapeau déjà à la main. Si Whitmore a déjà déposé quelque chose, a-t-il commencé. Alors vous montrez au greffier la clause de taux fixe et vous lui demandez de sortir tout ce que Whitmore a déposé. Et vous mettez les deux documents côte à côte, a dit Clara. Ne discutez pas, n'élevez pas la voix. Laissez simplement les documents parler. Il l'a regardé. Vous auriez dû être avocate. Les femmes ne peuvent pas être avocates, a-t-elle dit. Non, a-t-il dit. C'est un gâchis. Il est sorti. Clara a écouté la charrette se diriger vers le nord. Puis elle s'est retournée et a trouvé Neva dans l'embrasure de la porte, les cheveux lâches, la regardant. Il va se battre contre la banque, a dit Neva. Il va montrer à la banque qu'ils ont fait une erreur, a dit Clara. Ou que Whitmore en a fait une, délibérément ou non. Les yeux de Neva étaient vifs. Délibérément, a-t-elle dit. Whitmore est venu ici pendant que papa était parti exprès. Il m'a parlé comme si j'avais 10 ans, comme si je ne comprendrais pas ce qu'il faisait. Qu'avez-vous compris? A dit Clara. Qu'il s'attendait à ce que nous ayons peur, a dit Neva. Qu'il s'attendait à ce que nous ne lisions pas les papiers. Clara l'a regardé un moment. Vous serez redoutable quand vous serez grande, Neva Mercer. Le menton de Neva s'est relevé. Pas de la fierté exactement. Quelque chose de plus calme que la fierté. Quelque chose qui ressemblait à une personne entendant une vérité dite sur elle-même pour la première fois. « Je suis déjà grande », a-t-elle dit. « Je sais », a dit Clara. C'est le problème et le point, les deux. Neva est restée dans l'embrasure de la porte un moment de plus. Puis elle est entrée complètement dans la cuisine, a pris le deuxième tablier sur le crochet et l'a noué. Elles ont préparé le petit déjeuner ensemble, côte à côte, sans en discuter davantage. La matinée s'est déroulée comme les matins se déroulaient maintenant, avec une forme, un rythme, une séquence que les enfants avaient absorbée sans qu'on leur dise de l'absorber. Roy et James étaient sortis pour les corvées du matin avant que Clara n'ait à les chercher. Emmett est descendu à son propre rythme et a trouvé des œufs qui l'attendaient sans avoir à demander, parce que Clara en avait fait une habitude, et l'habitude était devenue une partie de l'architecture de sa journée. Thomas est passé avant de commencer le travail, une habitude qu'il avait développée 2 semaines plus tôt. Une brève pause à la porte de la cuisine, où il disait ce qu'il allait faire, et Clara hochait la tête ou y ajoutait quelque chose. Un petit rituel de coordination que Thomas avait initié lui-même, ce qui signifiait plus que si elle le lui avait demandé. Même Caleb. Caleb était le changement le plus récent et le plus prudent. Il ne venait pas à la cuisine le matin. C'était encore trop proche de quelque chose qu'il n'avait pas fini de négocier avec lui-même. Mais il avait commencé à lui parler le soir. De la manière particulière dont les gens parlent quand ils testent si une conversation est sûre. Des approches détournées, des questions qui n'étaient pas tout à fait des questions, des commentaires qui étaient en réalité des demandes de réponse. Clara a géré chacune d'elles avec la même attention égale et honnête qu'elle apportait à tout. Et elle a regardé les tests diminuer progressivement. Ce que Caleb lui avait dit 2 nuits auparavant, quand tout le monde était monté. Je ne veux pas de nouvelle mère. Clara avait dit, je sais. Je ne le dis pas pour être méchant. Je le sais aussi. Je le dis parce que je pense que vous devriez savoir où j'en suis. J'apprécie, a dit Clara. Pour ce que ça vaut, je n'essaie pas d'en être une. Votre mère est votre mère. Ça ne change pas en fonction de qui est au poil. Caleb était resté silencieux pendant un long moment. Puis, elle vous aurait aimé. Clara n'avait rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire à cela. C'était la plus grande chose que Caleb Mercer lui ait jamais donnée. Et la bonne réponse à un cadeau aussi grand était simplement de le recevoir sans en faire tout un plat. Il était allé se coucher. Clara était restée à l'évier un peu plus longtemps que nécessaire. Maintenant, le matin après la tempête, avec Daniel parti à Caldwell Flats et les enfants répartis dans la maison et la cour pour leur routine matinale, Clara s'est retrouvée dans la position inhabituelle d'un foyer qui, pendant quelques heures, fonctionnait sans qu'elle ait à le gérer. Elle s'est tenue dans la cuisine et a écouté les bruits. La voix de Roy depuis la cour. Pearl et Willie quelque part à l'étage. Le marteau où Thomas travaillait sur la section de clôture que Daniel avait marquée la semaine dernière. Et elle a pensé, c'est le son d'une maison vivante. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Elle a posé ses mains à plat sur la surface. Elle est restée comme ça pendant 3 minutes, ce qui était 3 minutes de plus qu'elle ne s'était assise sans but depuis le jour de son arrivée. Pearl l'a trouvée là. « Pourquoi êtes-vous assise? » a dit Pearl. Elle l'a dit d'un ton légèrement suspicieux. « Parce que je peux, » a dit Clara.
Pearl a grimpé sur le banc en face d'elle et a mis ses coudes sur la table, imitant exactement la posture de Clara. Neva dit qu'on ne doit pas mettre nos coudes sur la table. Neva a raison en général, a dit Clara. Pendant les repas, pas de coudes. Entre les repas, vos bras peuvent aller où ils veulent. Pearl a considéré cela comme une distinction juridique. D'accord, a-t-elle dit. Clara? Oui. Allez-vous rester? Clara l'a regardé. J'ai un contrat de 12 mois. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, a dit Pearl. 5 ans. Clara a regardé cet enfant de 5 ans qui avait posé la question la plus précise que quiconque dans cette maison lui ait posée. Plus précise que la gratitude prudente de Daniel, les négociations détournées de Neva et l'approche en 3 matins de Caleb. Pearl, qui observait tout, tirait des conclusions et attendait d'être prête, était arrivée à la question et l'avait posée directement. « Je ne sais pas encore », a dit Clara honnêtement. Pearl a hoché la tête. « C'est une vraie réponse », a-t-elle dit. Neva dit que quand on ne sait pas, il faut le dire. Neva a raison sur ce point aussi, a dit Clara. Pearl a glissé du banc. « Willie vous veut », a-t-elle dit. « Il est debout devant votre chambre. » Clara s'est levée. Willie était en effet debout dans le couloir près de sa porte, tenant son bouton en laiton. Il le portait depuis la nuit de la tempête. L'attachement particulier d'un petit enfant à un objet qui avait été présent pendant quelque chose d'important. Il a levé les yeux vers Clara quand elle est arrivée. « Tenez », a-t-il dit. Il a tendu le bouton. « Tu veux que je l'aie » a dit Clara. Il a hoché la tête, ferme, décidé. Elle s'est accroupie à son niveau et a pris le bouton de sa petite main sérieuse. Elle l'a retourné. Le laiton était chaud d'avoir été tenu. « Merci, Willie », a-t-elle dit. « Je le garderai en sécurité. » Il l'a regardé un long moment. Puis il a dit « Assise ». Elle s'est assise sur le sol du couloir. Il a grimpé sur ses genoux avec l'efficacité pragmatique d'un enfant qui avait décidé où il voulait être et ne voyait aucune raison de négocier. Elle a mis ses bras autour de lui, lâchement, sans serrer, juste présente. Il s'est appuyé contre elle et est resté silencieux. Elle s'est assise sur le sol du couloir avec Willie Mercer sur ses genoux. Elle tenait le bouton en laiton dans une main et pensait à un contrat de 12 mois, et à une réponse honnête à la question de Pearl, et au fait qu'elle avait arrêté, sans réaliser le moment précis où c'était arrivé, de compter les jours. Daniel est revenu de Caldwell Flats à 4 heures de l'après-midi. Clara a entendu la charrette et quelque chose dans sa poitrine a fait une chose qu'elle ne s'est pas autorisée à examiner de trop près. Un serrement, une attente, une retenue de souffle qui a duré jusqu'à ce qu'elle entende ses bottes sur les marches du porche. Il est entré par la porte arrière et son visage lui a tout dit avant qu'il ne dise un mot. Le greffier a retiré le dépôt préliminaire de Whitmore, a-t-il dit. Il a posé le dossier en cuir sur la table. Il est resté là, la clause de taux fixe. Le greffier l'a vu en 30 secondes. 30 secondes, Clara, a-t-il dit. Daniel s'est arrêté. Sa voix était devenue rauque. Il a dit que le dépôt de Whitmore était basé sur un ajustement de taux que le document original interdisait explicitement. Il l'a dit en langage simple. Il l'a mis par écrit. Il a pressé sa main à plat sur le dossier. Le juge itinérant passe dans 3 semaines. Le greffier a déposé une objection formelle en mon nom et a dit que le juge l'examinerait en priorité. Clara a respiré. Le pâturage du Nord, a-t-elle dit. Reste, a-t-il dit. Selon toute vraisemblance, il reste. Le greffier a dit qu'il avait déjà vu des dépôts de Whitmore pour d'autres propriétés. La mâchoire de Daniel s'est crispée. Il a fait ça à d'autres éleveurs, comptant sur le fait qu'il ne lirait pas les documents. Le greffier a dit qu'il pourrait y avoir une enquête plus large. Clara a dit « d'autres familles ». Oui, elle s'est assise. Elle a pensé à d'autres maisons de ranch, d'autres tables, d'autres personnes qui avaient signé des documents dans de mauvaises semaines et qui avaient fait confiance à la banque pour tenir sa parole. Elle a senti quelque chose la traverser qui n'était pas tout à fait de la colère, mais qui y était adjacent. Une chaleur lente et déterminée qui lui avait toujours été plus utile que la rage. Le greffier, a-t-elle dit, garde-t-il des archives des dépôts précédents de Whitmore? Daniel l'a regardé. Il a dit qu'ils étaient du domaine public. Alors quelqu'un devrait les compiler, a dit Clara. Chaque propriété contre laquelle Whitmore a déposé. Les dates, les termes originaux de la créance, les affirmations qu'il a faites. S'il y a un schéma, un juge ne statue pas seulement sur votre cas, il statue sur le schéma. Daniel l'a dévisagé. Comment savez-vous ça? Parce que c'est comme ça que les institutions fonctionnent, a-t-elle dit. L'injustice d'un homme est un litige. L'injustice de 10 hommes est une preuve. Il a tiré la chaise en face d'elle et s'est assis lourdement. De la manière dont un homme s'assoit quand le soulagement et l'épuisement frappent en même temps et que ses jambes ont décidé d'en profiter. Il a mis ses coudes sur la table et son visage dans ses mains un moment, et Clara lui a laissé ce moment sans le remplir. Puis il a levé les yeux. Ses yeux étaient cerclés de rouge, pas de larmes. De 3 semaines à porter quelque chose dans sa poitrine sans endroit où le poser. 3 semaines, a-t-il dit. Vous êtes ici depuis 3 semaines et vous avez juste. Il s'est arrêté. Je ne sais pas comment le dire correctement. Alors dites-le comme vous pouvez, a dit Clara. Il l'a regardé. J'ai été seule dans tout ça pendant 14 mois. Pas seulement le deuil, la gestion de tout ça. L'effort constant de tout maintenir avec mes mains et pas assez d'informations et pas assez de sommeil et personne avec qui réfléchir. Il a fait une pause. Vous êtes arrivé et la maison a recommencé à respirer. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Elle a recommencé à respirer. Clara était très immobile. Il a dit « Je ne veux pas que vous partiez quand les 12 mois seront écoulés. » Voilà, c'était dit simplement, sans architecture autour, sans formulation prudente.
Juste le fait plat et honnête, livré de la manière dont Daniel Mercer livrait la plupart des choses honnêtes, directement et avec la pleine reconnaissance qu'il ne pouvait pas prédire ce qui reviendrait. Clara a regardé ses mains sur la table. C'est une grande chose à dire, a-t-elle dit. Je sais. Vous devriez réfléchir si vous le dites, parce que la maison a besoin de quelqu'un ou parce que... Elle a fait une pause. Autre chose. J'y ai réfléchi, a-t-il dit. La nuit de la tempête. Depuis que vous vous êtes assise à cette table et que vous avez lu ce document avec moi. Depuis, il s'est arrêté. Je ne suis pas un homme qui dit des choses auxquelles il n'a pas réfléchi. Vous le savez de moi maintenant. Je le sais, a-t-elle dit. Alors vous savez que je le pense comme je l'ai dit. Elle l'a regardé. Cet homme usé, prudent, qui était entré dans une vente aux enchères et avait vu en elle quelque chose qu'elle avait presque cessé de s'attendre à ce que les gens voient, qui lui avait donné une chambre avec un verrou et ne l'avait jamais forcé à l'utiliser, qui était venu à sa porte dans le noir pour lui parler d'eux parce qu'une bonne nouvelle a besoin d'un témoin. Elle a dit « Je ne suis pas la même que ce que vous avez perdu, Daniel. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Tous les deux l'ont remarqué. « Je le sais, a-t-il dit doucement. Je ne vous demande pas de l'être. Et je ne suis pas une femme qui sera arrangée autour de la vie de quelqu'un d'autre et appellera ça un choix, a-t-elle dit. Si je reste, c'est parce que je l'ai choisi, pas parce qu'un contrat a expiré et qu'il n'y avait nulle part où aller. Je comprends ça, a-t-il dit. Vraiment? Oui, a-t-il dit. Je le comprends de la même manière que je l'ai compris la nuit où vous m'avez dit que vous ne m'apparteniez pas. Je l'ai compris alors et je le comprends maintenant. Il a fait une pause. Je vous demande de choisir. Je ne vous dis pas quoi choisir. Elle est restée assise avec ça un moment. Puis elle a dit, redemandez-moi dans 6 mois. Il a hoché la tête une fois. Il s'est levé, a remis le dossier en cuir sur l'étagère et est allé se laver pour le souper. Et Clara s'est levée et a allumé le poêle. Et la maison a bougé autour d'eux dans ses rythmes du soir. Les enfants rentrant, les voix, le son particulier d'un foyer se rassemblant vers la fin de la journée. Et quelque chose entre eux deux avait changé de forme sans se briser. Déplacé, installé, atterri quelque part de nouveau. Neva est entrée dans la cuisine et a lu quelque chose dans l'air. De la manière dont les jeunes de 17 ans lisent les choses. Pas entièrement, pas précisément, mais avec assez de sensibilité pour savoir que quelque chose s'était produit. Elle a regardé Clara. Elle a regardé vers le couloir où son père était allé. Elle a regardé Clara à nouveau. Elle n'a rien dit. Elle a pris son tablier, a commencé les biscuits. Elle n'a pas demandé et Clara n'a pas expliqué. Et la cuisine s'est remplie du son de 2 femmes préparant le souper pour une famille. Ce soir-là, à table, l'ambiance était différente. D'une manière que Clara aurait eu du mal à articuler si on le lui avait demandé. Rien de spectaculaire n'avait changé. Les assiettes étaient les mêmes. Les enfants étaient les mêmes. La nourriture était la nourriture. Mais il y avait une qualité dans la pièce. Quelque chose de plus lâche. Quelque chose qui avait déposé un poids qu'il portait. James a raconté une histoire sur Roy poursuivant un poulet pendant 20 minutes dans la cour ce matin-là. L'histoire n'était pas particulièrement bien racontée, mais elle avait quelque chose qui a fait rire même Thomas. Et Roy a protesté que le poulet avait commencé, ce qui a fait rire James plus fort. Et au bout de la table, Willie a regardé tous les visages rieurs avec d'énormes yeux sérieux. Puis il a couvert sa bouche avec ses 2 mains et a ri aussi. Un vrai rire, un rire de ventre de petit garçon qui a fait éclater la pièce. Clara a regardé son assiette et a respiré par le nez très prudemment. Daniel a tendu la main et a mis plus de biscuits dans le panier à pain sans lever les yeux, mais elle a vu sa gorge bouger. Après le souper, Caleb est resté pour aider à débarrasser la table. Il n'avait jamais fait ça avant. C'était le domaine de Thomas et Neva, et l'habitude de Caleb était de disparaître à la fin du repas. Il a ramassé les assiettes sans qu'on le lui demande, les a portées à l'évier et est resté là, clairement incertain de ce qu'il fallait faire ensuite, clairement étant allé plus loin dans ce geste qu'il ne l'avait prévu. Clara lui a tendu un torchon. Il l'a pris. Il a essuyé. Ils ont travaillé en silence pendant quelques minutes, puis Caleb a dit « Roy a dit que vous alliez partir après 12 mois. » Roy a dit ça, a dit Clara. Il s'en inquiétait. Il a fait promettre à James de ne pas en parler. D'où le fait que James en ait parlé, a dit Clara. Caleb a fait un son qui était brièvement presque un rire. Ouais, c'est James. Il a essuyé une assiette. Allez-vous partir? Clara lui a tendu une autre assiette. J'ai dit à votre père de me redemander dans 6 mois. Caleb a traité l'information. Donc vous ne savez pas. Donc je suis encore en train de décider, a-t-elle dit. Il y a une différence. Il a essuyé l'assiette. Il l'a posée. Il a dit sans la regarder. Quand maman était malade, vers la fin, elle m'a dit quelque chose. Il s'est arrêté. Ses mains étaient toujours sur le plat. Elle a dit, Caleb, ton père est le genre d'homme qui ne sait pas comment demander les choses dont il a besoin. Elle a dit, quand je serai partie, aide-le à trouver comment demander. Il a fait une pause. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire pendant longtemps. Je pensais qu'elle parlait juste de choses pratiques. Aide-le à se souvenir d'acheter du sel. Aide-le à se souvenir de huiler les essieux. Il est resté silencieux. Je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire. Clara était très immobile. Elle voulait dire qu'il avait besoin de quelqu'un avec qui réfléchir, a dit Caleb. Quelqu'un qui résisterait et ne plierait pas. Elle savait qu'il se refermerait. Elle essayait de me dire de surveiller quand quelqu'un arriverait qui ne le laisserait pas faire. Il a posé le torchon. « C'est vous, a-t-il dit. Vous ne le laissez pas faire. » Clara lui a tendu la dernière assiette. Il l'a essuyée.
Il l'a mise sur l'étagère, a plié le torchon sur le support et a dit sans se retourner. « Je suis content que vous soyez encore en train de décider au lieu d'avoir décidé non. » Il est allé se coucher. Clara est restée à l'évier un long moment. Puis elle a éteint la lampe de la cuisine, est allée sur le porche arrière, s'est assise sur sa marche et a regardé le ciel, qui était énorme et clair après la tempête. Plus d'étoiles qu'elle n'en avait vues depuis l'enfance. Le genre de ciel qui fait qu'une personne se sent à la fois très petite et très spécifiquement vivante. Elle est restée assise là et a pensé à Ruth Mercer, une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée et ne rencontrerait jamais, qui avait les mains froides, un sifflement fort et ne savait pas coudre pour un sou, et qui avait apparemment aimé sa famille avec assez de prévoyance pour essayer de les préparer à ce qui viendrait après. Elle a pensé à ce que cela signifiait que le fils de cette femme lui ait dit qu'elle était la personne que sa mère avait essayé de décrire. Elle tenait le bouton en laiton dans sa paume. D'abord survivre, se dit-elle. C'était la règle. Ça avait toujours été la règle. Mais survivre, commençait-elle à comprendre, n'était pas le plafond, c'était juste le sol. Et elle était restée sur ce sol si longtemps qu'elle l'avait confondu avec toute la pièce. Les semaines qui ont suivi ont eu leur propre élan maintenant. Daniel est retourné à Caldwell Flats 2 fois de plus avant l'arrivée du juge itinérant. Une fois pour parler avec le greffier de l'étendue des dépôts de Whitmore. Et une fois parce que le greffier lui avait demandé d'amener toute autre personne ayant un document pertinent. Il est revenu la deuxième fois avec des noms. 4 autres familles d'éleveurs qui avaient reçu des avis similaires de Whitmore, toutes au cours des 8 derniers mois. Toutes avec des documents de créance contenant un langage que les dépôts de Whitmore avaient soit mal interprété, soit délibérément déformé. Il a étalé les noms sur la table de la cuisine ce soir-là, et Clara s'est assise en face de lui. Ils les ont organisés ensemble. Date, termes originaux, affirmation de Whitmore contre le langage réel. Clara l'a écrit de l'écriture claire et sans ambiguïté qu'elle avait développée en faisant les comptes de la pension. Tous les chiffres pertinents dans une colonne, les affirmations contradictoires de Whitmore dans la suivante. Ceci, a-t-elle dit en tapotant le papier quand ils ont eu fini, c'est ce que vous donnez au juge itinérant, pas votre cas seul. Le schéma. Daniel l'a regardé. Il le verra immédiatement. Il le verra immédiatement, a convenu Clara. Il l'a regardé. Les autres familles, si Whitmore avait réussi. Je sais, a-t-elle dit. Ils auraient perdu des terres qu'ils travaillaient depuis 20 ans. Je sais, Daniel. Il a regardé le papier. Quelque chose a traversé son visage. Pas de la satisfaction. Pas encore. Mais le précurseur de celle-ci. La reconnaissance qu'une mauvaise chose avait été attrapée avant qu'elle ne puisse finir de se produire. Vous avez fait ça, a-t-il dit. On l'a fait, a-t-elle dit. Les documents l'ont fait. Whitmore l'a fait. Vraiment? C'est lui qui a fait l'erreur. Il a fait l'erreur et vous l'avez attrapé, a dit Daniel. Ne minimisez pas ça. Elle l'a regardé. Il l'a regardé en retour. Elle a dit « D'accord, je l'ai attrapé. » Le matin où le juge itinérant est arrivé à Caldwell Flats, Daniel a emmené Thomas avec lui. Il a dit que Thomas était assez grand pour comprendre comment ces choses fonctionnaient et qu'il était temps qu'il le fasse. Thomas était tenu un peu plus droit quand son père l'avait dit. Et Clara l'avait regardé monter dans la charrette avec l'air d'un garçon à qui on confiait quelque chose d'important. Elle a gardé les autres. C'était un jour d'école pour les plus jeunes. Elle avait institué une leçon matinale de 2 heures 3 semaines auparavant, travaillant avec ce qu'elle pouvait trouver. Un lecteur McGuffey écorné, un livre de contes qu'elle a réutilisé pour l'arithmétique et l'almanach de l'étagère, qui s'est avéré plus éducatif que quiconque ne l'attendait. Ahmet avait découvert qu'il était bon en chiffres. Il l'avait découvert avec l'expression privée, presque stupéfaite, de quelqu'un trouvant quelque chose de précieux dont il ignorait l'existence. Il ne l'a pas annoncé. Il a juste résolu les problèmes avec une vitesse et une précision croissantes, et a regardé les résultats avec la satisfaction prudente d'un garçon qui commençait à comprendre de quoi il était fait. Clara n'en avait pas fait tout un plat. Elle avait simplement commencé à rendre les problèmes plus difficiles. Et Emmett s'était élevé à chaque nouveau niveau, comme s'il suivait quelque chose qui avait toujours été devant lui. Et maintenant, il pouvait enfin le voir. Pearl, de son côté, avait décidé qu'elle voulait apprendre à écrire son propre nom d'abord et tout le reste ensuite. Clara lui avait appris les lettres dans l'ordre de leur apparition dans son nom, P, E, A, R, L. Et Pearl les avait pratiquées avec un sérieux qui frisait la férocité. La langue tirée, le crayon pressé si fort sur le papier de compte réutilisé que les lettres étaient pratiquement en relief. Quand Pearl avait finalement produit un Pearl complet et lisible sur la page, elle l'avait regardé pendant un long moment. Puis elle avait dit « Maman ne m'a jamais appris ça ». Clara avait dit prudemment « Elle l'aurait fait ». Pearl avait dit « Je sais ». Et puis, après une pause, « Je suis contente que vous l'ayez fait ». Clara avait gardé un visage entièrement calme. Elle l'avait gardé calme et elle avait tendu à Pearl la page suivante et dit « Maintenant, on commence la deuxième lettre de l'alphabet. Tu la connais déjà. » Pearl avait dit « E ». Elle l'avait écrite sans qu'on le lui demande. Clara avait regardé cette lettre un moment, puis elle était passée à autre chose. La décision du juge est revenue avec Daniel à 4 heures de l'après-midi, 3 semaines et 2 jours après que Clara ait lu pour la première fois la lettre de Whitmore à la table de la cuisine. Daniel est entré par la porte arrière, a posé son chapeau sur le crochet, pas sur la chaise, sur le crochet, ce qui n'était pas là où il le mettait habituellement. Il s'est tenu dans la cuisine et a dit « Le pâturage du Nord est à nous ». La pièce a retenu cela un moment. « Et Whitmore »
a dit Clara. Le juge a jugé le dépôt frauduleux, a dit Daniel. Il a ordonné un examen de toutes les procédures de Whitmore de l'année écoulée. La banque fait venir ses propres auditeurs de Houston. Il a fait une pause. Les 4 autres familles, leurs dépôts ont été annulés. Clara a posé ses 2 mains à plat sur le plan de travail. Elle a respiré. Elle n'avait pas réalisé jusqu'à ce moment-là à quel point elle s'était retenue autour de ce résultat particulier. Pas de panique, pas de catastrophisme, mais une retenue. Comme on retient sa respiration sous l'eau. Prudent et contrôlé et conscient de la surface au-dessus. Elle a respiré. Bien, a-t-elle dit. Sa voix était stable. Clara, a dit Daniel. Elle l'a regardé. Il a traversé la cuisine. Il s'est arrêté à 2 pieds d'elle et l'a regardée avec l'expression ouverte et sans garde d'un homme qui n'avait plus rien de prudent. Merci, a-t-il dit, pour avoir lu ce document, pour avoir su ce que vous voyez, pour... Il s'est arrêté. Sa voix était redevenue rauque. Pour tout, pour chaque chose depuis la première nuit. Elle l'a regardé. Elle a pensé à quoi dire. Elle a pensé à la distance entre eux, 2 pieds d'air de cuisine, et au fait qu'aucun d'eux n'avait bougé. Elle a dit « De rien, Daniel ». Il a hoché la tête. Il a reculé. Il a pris son chapeau sur le crochet puis l'a reposé parce qu'il n'avait pas vraiment besoin de son chapeau à l'intérieur. Clara a presque souri. Elle s'est retournée pour préparer le souper. Ce soir-là, Neva a fait le pain seule. Elle n'a pas demandé d'aide et n'a pas demandé à Clara de vérifier. Elle l'a juste fait du début à la fin avec la séquence confiante de quelqu'un qui avait appris une chose correctement et le savait. Quand elle l'a sorti du four, il était uniforme et doré et exactement comme il fallait. Elle l'a posé sur la table et n'a rien dit, mais elle se tenait un peu plus droite. Roy l'a remarqué. « Tu as fait du pain. Quelqu'un doit le faire, » a dit Neva et s'est assise. Roy a regardé Clara. Clara a regardé son assiette. James a dit « Ça sent comme l'ancien pain. » Tout le monde s'est tu. Neva a dit « C'est la même recette. » James a dit « Non, je veux dire, ça sent comme avant. » Il a lutté avec ça. L'approximation d'un enfant de 9 ans pour quelque chose pour lequel il n'avait pas tout à fait les mots, comme quand c'était normal. Neva a regardé le pain sur la table. Quelque chose a traversé son visage. Compliqué, superposé. 17 ans et toute la distance d'alors a maintenant compressé en un seul moment. Elle a pris le couteau à pain. Elle a coupé la première tranche et l'a mise dans l'assiette de James. « Alors mange-le », a-t-elle dit. Il l'a mangé. Il a fermé les yeux en mâchant et c'était un geste si inconscient et si authentique que personne ne s'est moqué de lui. Daniel a pris une tranche. Clara a fait de même. Le pain a fait le tour de la table. Willie a pris son morceau à 2 mains, l'a mangé en 4 bouchées et a tendu son assiette. « Encore », a dit Clara. « Encore », a-t-il dit. Elle lui en a donné plus. Au bout de la table, Pearl écrivait quelque chose sur le coin de sa serviette avec le bout de crayon qu'elle portait apparemment dans sa poche. Clara a regardé. Pearl avait écrit de sa nouvelle écriture appuyée et férocement sérieuse. Pearl Mercer. Elle avait ajouté son nom de famille. Clara a regardé ça un long moment, puis elle a regardé Daniel de l'autre côté de la table. Il le regardait déjà. Son visage faisait cette chose qu'il faisait quand il tenait quelque chose de très prudent. Il a levé les yeux vers Clara. Elle l'a regardé en retour. Elle a pensé à 6 mois. Elle a pensé à demander et à choisir et à la différence entre un contrat et une vie. Elle a pensé à un bouton en laiton dans la poche de son manteau et à un sol de couloir et à un petit garçon qui avait grimpé sur ses genoux avec la confiance pragmatique d'un enfant qui avait décidé où il appartenait. Elle a pris son pain. Elle a mangé. La maison respirait autour d'elle. Tous les 9 respirant ensemble dans le rythme particulier, chaleureux, compliqué, imparfait, nécessaire d'une famille qui n'était pas censée exister. Dehors, le soir du Texas descendait, lent et clair. Et quelque part, au-delà de la clôture haie, plus loin qu'un sifflement ne pouvait porter, mais pas plus loin que le son d'une table pleine de gens mangeant du pain ensemble. La terre s'étendait dans toutes les directions, large et permanente et sans hâte, de la manière dont elle s'était étendue avant qu'aucun d'eux ne soit né et s'étendrait après. Et dans la cuisine du ranch Mercer, Clara Hayes a passé le panier à pain à Caleb Mercer sans qu'on le lui demande. Et Caleb Mercer l'a pris sans un mot. Et cela, à sa manière silencieuse, était tout. Le printemps est arrivé au ranch Mercer comme il arrive dans tout le Texas, sans demander la permission. Un matin, l'air à l'extérieur de la fenêtre de la cuisine était différent. Pas chaud, pas encore, mais plus froid de cette manière profonde qui avait pressé contre la maison tout l'hiver. Clara l'a remarqué en ouvrant la porte arrière pour rentrer du bois. Elle est restée là un moment, le bois dans les bras, et l'a respiré. Ce changement particulier dans l'air qui signifiait que la terre décidait de recommencer. Elle est rentrée et a allumé le poêle. Cela faisait 4 mois et demi depuis la vente aux enchères à Caldwell Flat. 4 mois et demi depuis qu'un marteau était tombé et qu'un homme au chapeau usé avait levé 2 doigts du fond d'une foule. 4 mois et demi depuis qu'elle avait signé son nom sur un contrat et s'était dit « D'abord, survivre. Tout le reste vient après. » Elle a mis l'avoine à cuire. Elle a mis le café à chauffer. Elle s'est déplacée dans la cuisine, dans le calme matinal avant que la maison ne se réveille. Et elle n'a pas une seule fois pensé à partir. C'était le changement qu'elle n'avait pas prévu et n'aurait pas pu prédire.
Pas une décision exactement, mais la disparition progressive de la question. À un moment donné, entre décembre et mars, le calcul quotidien des jours, des sorties et des contingences avait simplement cessé. Elle n'avait pas remarqué le moment où il avait cessé. Elle avait seulement remarqué un matin qu'il était parti. Thomas est descendu le premier, comme toujours. Puis Roy et James à 5 minutes d'intervalle. Roy remontant encore sa bretelle. James avec les cheveux dans 3 directions. Emmett à son propre rythme, arrivant à table pour trouver ses œufs déjà dans la poêle parce que Clara en avait fait un réflexe maintenant. Les œufs d'Emmett. Même heure, pas de discussion nécessaire. Willie est descendu le dernier, toujours en chemise de nuit, tenant son bouton de remplacement. Le bouton en laiton avait été perdu 2 semaines plus tôt, et il l'avait pleuré avec la finalité sérieuse d'un enfant de 3 ans. Et Clara avait fouillé dans le panier à couture, trouvé un bouton en os de poids similaire et le lui avait présenté sans cérémonie. Et Willie l'avait accepté avec une égale cérémonie et était passé à autre chose. Il a grimpé sur sa chaise et a tendu les mains. Clara a rempli son bol. Il a mangé. Pearl est entrée derrière lui, entièrement habillée, les cheveux déjà tentés. Elle pouvait gérer le devant maintenant, et les côtés, et l'arrière s'améliorait. Elle s'est assise et a dit « Ça sent le printemps ». « C'est vrai », a dit Clara. « Est-ce que ça veut dire qu'on peut planter ?» a dit Pearl. Neva a dit « On plante au printemps ». « On plante quand la terre est prête », a dit Clara. « Demande à ton père ce qu'il en pense ». Pearl s'est tournée vers l'embrasure de la porte où Daniel venait d'apparaître. « Papa, la terre est-elle prête ?» Daniel a regardé sa plus jeune fille, puis Clara, et quelque chose a brièvement traversé son visage. Ce presque sourire, plus fréquent maintenant, plus proche de la surface qu'il ne l'était il y a 4 mois. « Je vérifierai ce matin », a-t-il dit. Il s'est assis. Clara a mis du café devant lui. Il a enroulé ses 2 mains autour. « Je pensais », a-t-il dit, s'adressant à la table en général, qu'on ajouterait un potager cette année. Tomates, haricots, peut-être des courges. « Je veux faire pousser quelque chose », a dit James immédiatement. « Tout n'est pas à toi de faire pousser », a dit Roy. « Je n'ai pas dit tout. J'ai dit quelque chose. »« Les garçons », a dit Clara sans chaleur. Ils se sont arrêtés. Daniel l'a regardé. Elle ne l'a pas regardé en retour, mais elle était consciente de son attention. De la manière dont elle était devenue consciente de la plupart des choses dans cette maison. Pas de manière intrusive, juste comme une partie du tissu de la pièce. « Les tomates ont besoin d'un endroit chaud », a-t-elle dit. « Côté sud de la maison, si vous avez de la place. »« Il y a de la place », a dit Daniel. « Alors on plantera des tomates », a-t-elle dit. Caleb est descendu le dernier, comme toujours. Arrivant à table avec l'air particulier de quelqu'un qui était réveillé depuis un moment, mais qui avait eu besoin de ce temps seul avant de rejoindre le bruit général de la famille. Il s'est assis. Clara a mis une assiette devant lui. Il a mangé. Après un moment, il a dit « Le rapport du juge est sorti. Tout le monde à table s'est tu. » Clara s'est détournée du poêle. « Thomas me l'a dit hier soir », a dit Caleb. Le greffier a envoyé une copie au ranch. « Papa, c'est sur l'étagère. » Il a regardé Daniel. Whitmore a été renvoyé. La banque le remplace. 3 des 4 familles ont vu leur dépôt annulé avec restauration complète. La 4e. Il a fait une pause. La 4e a perdu ses terres en septembre dernier avant que quiconque ne s'en aperçoive. Le juge examine une réparation. La cuisine a retenu cela un moment. Daniel a dit « Quelle famille? La famille Harman, au nord de Caldwell Flats, vers la limite du comté. » Daniel a posé son café. Il a regardé la table. « Je connais les Harman, a-t-il dit doucement. Ils sont sur cette terre depuis avant la guerre. » Clara a dit « Réparation. » Que veut dire le juge par là spécifiquement? La note du greffier disait que la banque pourrait être tenue de compenser à la juste valeur marchande, a dit Caleb. Ce n'est pas la terre en retour, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose, a convenu Daniel. Sa voix était lourde du poids particulier d'un homme qui savait que quelque chose n'était pas suffisant. Et qui savait aussi que parfois, quelque chose était tout ce qui pouvait être récupéré. Clara a dit, quand vous irez à Caldwell Flats la prochaine fois, demandez au greffier si les Harman ont été informés directement. Parfois, ces avis vont à la mauvaise adresse ou ne sont pas suivis. Quelqu'un devrait vérifier. Daniel l'a regardé. Je le ferai. Thomas a dit du bout de la table. Est-ce que Whitmore va faire face à des accusations? Le rapport du juge recommande une enquête pour fraude, a dit Caleb. Mais des enquêtes, pas des accusations. Pas encore. Mais ça pourrait, a dit Thomas. Ça pourrait, a dit Caleb. Thomas a regardé Clara. Vous y avez pensé, au schéma. Montrez au juge tous les cas ensemble. Votre père a apporté les documents, a dit Clara. Et les autres familles ont accepté que leur cas soit inclus. C'est ça le travail. Vous y avez pensé, a répété Thomas. Il n'était pas argumentatif. Il était précis, comme Thomas était toujours précis. Avec l'insistance silencieuse d'un garçon de 15 ans qui avait décidé que le crédit devait aller là où il était réellement dû. Clara l'a regardé. D'accord, a-t-elle dit. J'y ai pensé. Thomas a hoché la tête, satisfait. Il a mangé son petit déjeuner. Neva est entrée de l'extérieur. Elle était déjà allée à la grange, la vérification matinale des animaux qui était devenue sa routine particulière. Elle est entrée par la porte arrière et s'est arrêtée en voyant tout le monde encore à table. « Vous êtes tous encore là », a-t-elle dit. Caleb avait des nouvelles, a dit Pearl d'un air important. « Quelles nouvelles? » Whitmore est parti, a dit Caleb. Neva est restée dans l'embrasure de la porte. Quelque chose a traversé son visage. Pas seulement du soulagement, mais quelque chose de plus ancien. L'expression de quelqu'un qui a tenu une menace à distance pendant des mois et à qui on vient de dire qu'il peut baisser les bras. Parti.
Parti, 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 a dit Caleb. Neva s'est assise. Elle s'est assise lourdement, de la manière dont les gens s'assoient quand leurs jambes décident pour eux. Elle a posé ses deux mains à plat sur la table. Clara a mis une assiette devant elle. Neva a pris sa fourchette. Elle n'a rien dit, mais elle a mangé. Et ses épaules, qui avaient porté une tension particulière depuis le jour où Whitmore était venu à la porte et lui avait parlé comme si elle avait 10 ans, se sont abaissées d'un degré qui était petit et énorme à la fois. La matinée s'est dispersée. Corvée, leçon, la machinerie ordinaire d'une journée. Mais il y avait quelque chose de plus léger dans la façon dont elle se déroulait, comme si la maison elle-même avait expiré. Clara était dans la cour du côté du jardin cet après-midi-là, retournant la terre avec la fourche que Daniel avait laissée appuyée contre la maison. Quand Pearl est venue se tenir à côté d'elle avec l'air propriétaire d'une enfant de 5 ans qui se considérait comme une consultante sur toutes les questions. « C'est ici que vont les tomates? » a dit Pearl. « C'est ici que je pense, » a dit Clara. « Qu'en penses-tu? » Pearl a regardé la terre retourner avec une grave considération. « Je pense que oui, » a-t-elle dit. Mais il faut l'agrandir. C'est vrai, a convenu Clara. Tu veux aider? J'ai une plus petite fourche, a dit Pearl. Va la chercher, a dit Clara. Pearl a couru vers la grange. Clara a continué à retourner la terre. Elle pensait aux tomates et à la lumière du sud, et à rien en particulier. Quand elle a entendu les bottes de Daniel sur le sol sec derrière elle, elle ne s'est pas retournée. Elle l'a entendu s'arrêter à quelques pieds. Vous commencez le potager, a-t-il dit. Pearl commence le potager, a dit Clara. Je ne suis que la main-d'œuvre. Elle a entendu ce presque sourire. Puis-je vous demander quelque chose? Elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée. Il se tenait là, son chapeau à la main. Il faisait ça quand il était sur le point de dire quelque chose d'important. Elle l'avait remarqué. Il enlevait le chapeau. Vous pouvez demander, a-t-elle dit. Il l'a regardé. La lumière de l'après-midi était pleine et honnête, et elle montrait chaque ride sur son visage, chaque kilomètre des 14 derniers mois et des mois d'avant. Et il l'a regardé sans essayer de cacher quoi que ce soit. Ça fait presque 5 mois, a-t-il dit. J'ai dit que je redemanderais dans 6. Clara a posé la fourche. Je demande en avance, a-t-il dit, parce que je ne suis pas bon pour attendre quand je sais ce que je veux, et parce que je pense. Il s'est arrêté. Il a recommencé. Je pense que vous savez ce que vous voulez aussi. Je pense que vous le savez depuis un moment. Et je pense que la seule chose qui vous empêche de le dire, c'est que vous avez passé si longtemps à prendre soin de vous-même, que choisir de rester quelque part vous semble être un piège. Clara l'a regardé. Il a dit, ce n'est pas un piège. Je veux que vous restiez parce que vous êtes la personne la plus réelle, la plus capable, la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Et parce que cette maison est meilleure avec vous. Et parce que mes enfants sont meilleurs avec vous. Et parce que sa voix s'est brièvement cassée et il l'a stabilisée. Parce que je suis meilleur avec vous. Et pas de la manière dont j'avais besoin de quelqu'un en novembre. Différent de ça maintenant, a-t-elle dit. Différent. Comment? J'avais besoin de quelqu'un en novembre comme un homme qui se noie a besoin de la surface, a-t-il dit. Ce n'est pas ça. Je ne me noie plus. Il l'a regardé. Je vous veux ici comme un homme veut que la personne qu'il respecte plus que quiconque soit à ses côtés. C'est tout. La cour était très silencieuse. Pearl est revenue en courant de la grange avec la petite fourche et s'est arrêtée net en les voyant se faire face. Avec l'immobilité particulière des adultes qui sont au milieu de quelque chose d'important. Elle a regardé Clara. Elle a regardé son père. Elle a regardé Clara à nouveau. Elle est allée se tenir à côté de Clara et a levé la petite fourche. « Je suis prête ?» a-t-elle dit. Clara a baissé les yeux vers elle, puis elle a regardé Daniel. Elle a dit « Demandez-moi ce soir, après le souper. » Sa mâchoire était crispée par quelque chose qu'il gérait prudemment. Il a hoché la tête une fois. Il a remis son chapeau et est retourné à la clôture. Pearl a dit « Qu'est-ce qui se passe ce soir? » « Le souper, » a dit Clara. « Et puis ton père va me demander quelque chose. » « Qu'est-ce qu'il va demander? Tu entendras, » a dit Clara. « Viens, on a de la terre à retourner. » Pearl a enfoncé la petite fourche dans la terre avec une détermination considérable. « Je suis très douée pour ça, » a-t-elle informé la terre. « Je vois ça, » a dit Clara. Elles ont travaillé jusqu'à ce que la lumière change. Le souper de ce soir-là avait une qualité que Clara reconnaissait. La qualité d'une pièce où quelque chose était anticipé, mais personne ne le disait. Thomas était plus silencieux que d'habitude. Caleb a mangé sans trouver de raison d'être difficile, ce qui était, à sa manière, une forme d'attention. Roy n'arrêtait pas de regarder son père, puis Clara, puis son assiette. James, qui n'avait aucun instinct pour le sous-entendu, mais un excellent instinct pour l'atmosphère familiale, n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil autour de la table, avec l'expression de quelqu'un qui sentait que quelque chose se passait, mais ne pouvait pas en identifier la forme. Neva n'a rien dit. Neva a tout regardé. Willie a mangé son souper. Il a dit 2 fois « encore ». Les 2 fois, Clara lui en a donné. Quand les assiettes ont été débarrassées et que les petits commençaient à s'assoupir, Neva s'est levée et a dit, sur le ton de quelqu'un qui avait clairement attendu un moment pour effectuer cette sortie particulière, « Je monte les petits. Viens, Pearl. Ahmet. Willie, viens. » Pearl a protesté qu'elle n'était pas fatiguée. « Montez, » a dit Neva. Pearl a regardé Clara. Clara a hoché la tête. Pearl est montée. Willie est descendu de sa chaise, s'est approché de Clara et a posé sa main à plat sur son genou. Un instant, son geste. Celui qu'il avait développé au cours du dernier mois. Pas un câlin exactement, mais un contact, une connexion délibérée. Quelque chose qui disait « je te vois et tu me vois », dans le langage qu'il avait à sa disposition. Puis il est allé dans le couloir et a monté les escaliers après Neva. Thomas s'est levé. Il a regardé son père.
Il a regardé Clara. Il a dit avec la franchise de quelqu'un qui avait décidé que 15 ans était assez vieux pour reconnaître ce qui se passait réellement. Je vais voir les chevaux. Il est sorti. Roy a regardé James. James a regardé Roy. Une communication fraternelle s'est produite que Clara n'a pas pu entièrement décoder, mais dont la conclusion était que tous deux ont trouvé des raisons soudaines d'être dans le salon. La cuisine était silencieuse. Daniel a regardé Clara de l'autre côté de la table. Clara l'a regardé en retour. « Eh bien, a-t-elle dit. « Eh bien, a-t-il dit. » Il a tourné sa tasse de café une fois, l'a posée. « Je vais le dire simplement, a-t-il dit. Parce que je ne connais pas d'autre moyen, et j'ai pratiqué l'autre moyen dans ma tête tout l'après-midi, et ça sonne pire à chaque fois. Simple, c'est mieux, a-t-elle dit. » Il l'a regardé. Restez. Pas sous contrat. Pas pour 12 mois. Restez comme les gens restent quand ils ont décidé que c'est là qu'ils appartiennent. Il a fait une pause. Épousez-moi, Clara. Pas parce que le comté dit que vous avez besoin d'une situation. Pas parce que j'ai besoin d'une gouvernante. Parce que vous avez été une famille pour cette maison pendant 4 mois et demi. Et j'aimerais que le monde sache que c'est ce que vous êtes. Et parce que il s'est arrêté. Sa voix était rauque. Parce que je pense que j'aimerais passer beaucoup de temps à vous connaître. La cuisine était si silencieuse. Elle pouvait entendre le feu dans le poêle. Elle a pensé à la place de la vente aux enchères, au marteau, à 42 $, à l'homme au fond de la foule avec la voix plate et stable, qu'il avait regardé se tenir sur une estrade et ne pas plier, et avait vu quelque chose qu'elle avait presque cessé de s'attendre à ce qu'on voit. Elle a pensé à une chambre avec un verrou à l'intérieur, à des œufs, à du pain, à un sol de couloir et à un bouton en laiton, et à un enfant qui avait grimpé sur ses genoux et était resté. Elle a pensé à Ruth Mercer, qui avait les mains froides et ne savait pas coudre pour un sou, qui avait aimé sa famille avec assez de prévoyance pour essayer de les préparer à ce qui viendrait après, et qui, à travers son fils, à travers sa fille aînée, à travers un enfant de 9 ans qui disait « ça sent comme avant », avait été présente dans cette cuisine chaque jour depuis l'arrivée de Clara. Elle n'était pas Ruth. Elle ne serait jamais Ruth. Elle n'était pas venue ici pour être Ruth. Elle était venue ici pour être Clara. Et Clara, il s'est avéré, était exactement ce dont cette maison avait besoin qu'elle soit. Elle a dit « Je ne suis pas facile à vivre. »« Je sais, » a dit Daniel. « Je vous dirai quand vous aurez tort. Je m'y attends. Je dirai à Caleb quand il aura tort, et à Roy quand il fera l'idiot, et à Thomas quand il sera trop prudent, et à James quand il sera trop bruyant, et à Pearl quand elle écoutera aux portes. » Elle a entendu un mouvement brusque depuis le couloir et ne s'est pas retournée. Et à Emmett quand il aura besoin de dire ce qu'il pense au lieu de se taire. « Bien, » a dit Daniel. « Et j'aimerais Willie, » a-t-elle dit, de la manière dont il a besoin d'être aimé, pas à la place de sa mère, à côté. La gorge de Daniel a bougé. « Oui, » a-t-il dit. « Et j'aurai besoin. » Elle s'est arrêtée. Elle a recommencé. « J'aurai besoin que vous me voyiez. Pas ce que je fais ici, moi. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à être apprécié pour mon utilité et très rarement pour moi-même. Et j'ai besoin que ce soit différent. » Il l'a regardé avec l'attention pleine, ouverte, sans garde d'un homme qui n'avait plus rien à gérer et n'essayait pas de gérer quoi que ce soit. « Je vous vois, Clara Hayes, » a-t-il dit doucement. « Je vous ai vu depuis cette place en novembre, quand vous vous teniez là dans votre manteau de laine marron et que vous regardiez chacun de ces hommes, et que vous avez décidé que vous n'alliez rien leur donner qu'ils pourraient utiliser. » Il a fait une pause. C'était le moment. C'est là que j'ai levé la main. Elle a respiré. Elle a dit oui. Il a cligné des yeux. « Oui, oui, » a-t-elle dit. « Je resterai. Oui, je vous épouserai. Oui, à tout. » Elle l'a regardé. « Mais si vous dites à quelqu'un que le facteur décisif était un jardin et des tomates, je le nierai. » Il a ri. C'était la première fois qu'elle l'entendait rire. Un vrai rire. Pas un presque sourire, mais la chose réelle. Plein et sans garde et légèrement surpris de lui-même. Le rire d'un homme qui n'avait pas eu de raison d'en avoir depuis longtemps et qui découvrait qu'il savait encore comment faire. Du couloir est venu le son de petits pieds rapides dans les escaliers montants, ce qui signifiait que Pearl avait été sur le palier tout le temps. Ce qui signifiait que Pearl avait tout entendu. Ce qui signifiait que tout l'étage le saurait dans les 4 minutes. Clara et Daniel se sont regardés. Elle n'allait jamais se coucher, a dit Clara. Non, a-t-il convenu, encore à moitié en riant. Elle n'allait jamais se coucher. Le bruit de l'étage a augmenté. Des voix rapides. Celle de Neva parmi elles, pas alarmée. Autre chose. Quelque chose qui avait une qualité entièrement différente. Puis, des pieds dans les escaliers à nouveau. Plusieurs paires. Et Thomas est rentré par la porte arrière au même moment où Roy et James sont apparus du salon, où ils avaient absolument écouté tout le temps. Et Pearl est entrée en dérapant dans la cuisine dans sa chemise de nuit et a dit à plein volume « Elle a dit oui, Pearl !» a dit Neva depuis les escaliers. « Elle a dit oui, Neva. J'ai entendu, » a dit Neva. Willie est apparu en haut des escaliers dans sa chemise de nuit, Neva derrière lui. Il a regardé tout le monde dans la cuisine en bas avec ses énormes yeux sérieux et a dit à Clara spécifiquement, de sa petite voix claire, « Reste !» Clara a levé les yeux vers lui. « Je reste », a-t-elle dit. Il a considéré cela avec la gravité d'un enfant de 3 ans recevant une information importante. Puis il s'est retourné et est retourné dans sa chambre, satisfait, comme si la question avait été la seule affaire en suspens. Et maintenant, c'était réglé. La cuisine a éclaté. Pas en célébration exactement. Ce n'était pas une famille qui éclatait en célébration. Ils étaient trop les enfants de leur père pour ça, trop habitués à la gestion des sentiments. Mais quelque chose s'est fissuré dans la pièce. James a fait un bruit qui était du pur soulagement et a donné un coup de poing dans le bras de Roy. Et Roy lui a rendu l'appareil. Mais aucun d'eux n'était en colère.
Thomas est venu se tenir à côté de son père et n'a rien dit, mais a posé brièvement une main sur l'épaule de Daniel. Un geste d'homme d'un garçon en train de le devenir. Et Daniel a mis sa main sur la sienne un moment. Et Caleb. Caleb est entré par la porte de la cuisine en dernier, s'appuyant contre le cadre à sa manière habituelle. Il a regardé Clara de l'autre côté de la pièce. Son visage faisait cette chose compliquée qu'il faisait quand il ressentait plus qu'il ne le voulait. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit « Maman aurait aimé ça ». Clara a dit « Vous me l'avez déjà dit ». « Je sais », a-t-il dit. « Je le pensais alors, et je le pense encore plus maintenant. » Elle l'a regardé. Alors, serait-elle contente des tomates, ou penserait-elle que j'aurais dû commencer par le maïs? Caleb a cligné des yeux. Puis quelque chose est arrivé à son visage qui était entièrement nouveau. Il s'est ouvert complètement, sans armure, et il a ri. Pas un son poli, pas un son géré, un vrai rire. 17 ans, jeune, et la chose la plus sans garde qu'elle ait jamais vue de lui. « Maïs », a-t-il dit. C'était une personne à maïs. Notez, a dit Clara. On fera les deux. Il a secoué la tête, riant encore doucement, et est allé se chercher une deuxième tasse de café. Parce qu'il était trop plein de sentiments pour remonter, et apparemment la solution à cela était le café. Clara l'a regardé et a pensé, voilà, c'est la dernière porte. Pas ouverte, mais déverrouillée. Les jours qui ont suivi ont bougé avec une nouvelle sorte d'intention. Pas d'urgence. Rien dans l'approche de la vie de Clara n'était jamais de l'urgence pour l'urgence. Mais la clarté qui venait après qu'une décision ait été prise. Et ce qui restait était simplement le travail honnête de construire ce que vous aviez décidé de construire. Elle et Daniel sont allés à Caldwell Flats ensemble le samedi suivant. Elle n'y était pas retournée depuis le jour de la vente aux enchères. Elle n'était pas retournée sur la place, au bureau de poste, sur l'estrade où Grover Pitts avait lu son presse-papier sans la regarder. Elle y est retournée maintenant avec Daniel Mercer à ses côtés sur le banc de la charrette, son épaule à 4 pouces de la sienne, dans la proximité particulière de deux personnes qui avaient cessé de jouer la distance. Le bureau du greffier itinérant était leur premier arrêt. Daniel vérifiant le statut de la réparation de la famille Harmon. Clara posant des questions sur ce que l'enquête du juge sur la conduite plus large de Whitmore pourrait exiger des familles affectées en termes de documentation. Le greffier, un homme mince nommé Bauer, qui avait clairement développé un respect considérable pour eux deux au cours des dernières semaines, a répondu à ces questions avec l'attention prudente qu'il aurait accordée à un avocat, ce qui était, Clara le soupçonnait, la chose la plus précise que quiconque à Caldwell Flats ait faite à son égard depuis un certain temps. L'enquête avance, a dit Bauer. Le bureau de la Banque de Houston a envoyé ses propres enquêteurs. Whitmore a été suspendu en attendant le résultat. Il a fait une pause. La famille Harmon a reçu son avis de compensation la semaine dernière. Ce n'est pas ce que valait leur terre, mais c'est ce que la formule permet. Y a-t-il quelqu'un qui plaide en leur faveur pour un chiffre plus élevé? A dit Clara. Bauer l'a regardé. Il pourrait y en avoir, si quelqu'un était enclin. Clara a dit, à quoi cela ressemblerait-il concrètement? Bauer lui a dit. Elle a écouté chaque mot. Quand ils sont sortis du bureau du greffier, Daniel l'a regardé. Vous allez faire quelque chose pour les Harmon, a-t-il dit. Quelqu'un devrait, a-t-elle dit. Clara, a-t-il dit. Ils sont sur cette terre depuis avant la guerre, a-t-elle dit. Et ils l'ont perdu parce qu'Aldis Whitmore comptait sur le fait que les gens ne liraient pas les documents. Ce n'est pas une situation dont on entend parler et dont on se détourne. Il l'a regardé un long moment. Puis il a dit, de quoi avez-vous besoin? Elle l'a regardé. J'ai besoin que vous me présentiez au Harmon quand vous aurez le temps. Et j'ai besoin de papier et d'un bon stylo. Et j'ai besoin que quelqu'un au bureau de la Banque de Houston comprenne que la formule que leur juge applique a été conçue par la même institution qui a créé le problème. Ça va demander un combat, a-t-il dit. J'en suis consciente, a-t-elle dit. Il l'a regardé avec cette attention ouverte et sans garde. D'accord, a-t-il dit. On ira voir les Harmon la semaine prochaine. Elle a hoché la tête. Ils sont allés au magasin général pour des provisions. Clara s'est déplacée dans le magasin avec la liste qu'elle avait faite. Méthodique, spécifique. La femme derrière le comptoir, d'âge moyen, les yeux prudents, l'a regardée de la manière dont les gens de Caldwell Flats la regardaient depuis novembre. La conscience de qui elle était et comment elle était arrivée ici. L'arithmétique particulière d'une petite ville calculant où placer une personne qui ne correspondait pas à la catégorie attendue. Clara a posé ses articles sur le comptoir et a rencontré les yeux de la femme. La femme a dit « Vous êtes la femme Hayes, de Daniel Mercer. Je suis Clara, a dit Clara, et j'aurai besoin d'un compte régulier ici si vous êtes d'accord. Règlement mensuel, comme les autres familles d'éleveurs. » La femme a cligné des yeux. « Nous plantons un potager, a dit Clara. Nous aurons probablement besoin de semences en avril. J'aimerais établir une relation avec le magasin avant cela. » La femme l'a regardé un moment de plus, puis elle a dit « Je suis d'accord » et a noté le compte. Clara a payé ce qu'ils avaient aujourd'hui, a pris le reçu, l'a plié et l'a mis dans la poche de son manteau. Quand elle est sortie du magasin, Daniel chargeait les provisions et Grover Pitts se tenait de l'autre côté de la charrette. Elle n'avait pas pensé à ce que cela ferait. Elle avait été trop pratique pour passer du temps à l'imaginer. Et donc, c'est arrivé sans prévenir. La chose spécifique et compliquée de se tenir à quelques pas de l'homme qui avait lu son nom sur un presse-papier et l'avait vendu comme une parcelle. Pitts l'a regardé. Il a regardé Daniel. Il a regardé les provisions dans la charrette. Daniel n'a rien dit. Clara a dit « Monsieur Pitts ». Pitts a dit « Mademoiselle Hayes ». Il a fait une pause. « J'ai entendu dire que vous restiez à la propriété Mercer de façon permanente ». Elle a dit. Il a eu la grâce, ou peut-être l'instinct de conservation,
de regarder ses chaussures. Les ventes aux enchères du comté, a-t-il dit. Je sais qu'elles ne sont pas. Je sais que ce n'est pas. Je sais ce que vous savez, a dit Clara. Et je sais ce que vous faites quand même. Ce ne sont pas les mêmes choses. Et finalement, cette distinction importera. Elle l'a regardé fixement. Bon après-midi, Monsieur Pitts. Elle est montée sur le banc de la charrette. Daniel est monté à côté d'elle, a claqué la langue, le cheval s'est mis en mouvement. Et ils ont quitté Caldwell Flats en direction du sud. La même direction qu'ils avaient prise ensemble pour la première fois en novembre. La même route, la même distance sèche et plate du Texas s'étendant devant eux. La différence était tout. Vous ne l'avez pas frappé, a dit Daniel après un moment. Je n'en avais pas besoin, a-t-elle dit. Une pause. Ce que vous avez dit était pire. Bien, a-t-elle dit. Il a regardé la route. Vous savez, il continuera probablement à organiser ses ventes aux enchères. Je sais, a-t-elle dit, jusqu'à ce que quelqu'un lui rende la tâche impossible. C'est une autre conversation pour un autre jour. Elle a regardé l'horizon. Une chose à la fois. Il a hoché la tête. Ils ont roulé dans le silence confortable de deux personnes qui n'avaient rien à se prouver. L'après-midi est devenu chaud. La route filait vers le sud et le Ranch Mercer était à 1h40. Peut-être moins si le ruisseau était bas. À un moment donné, le bras de Daniel a bougé sur le banc et sa main a trouvé la sienne. Il n'en a pas fait tout un plat. Il a simplement tenu sa main sur le banc dans la lumière de l'après-midi, son pouce bougeant une fois sur ses phalanges, et elle l'a laissé faire, et c'était tout. Elle a regardé la route devant elle. Elle a pensé à un potager et à un bouton en laiton et à un pain qui levait bien. Elle a pensé au visage d'Emmett quand l'arithmétique venait facilement et aux lettres pressées de Pearl, et à Roy riant de quelque chose que James disait même quand il essayait de ne pas le faire. Elle a pensé à la main de Thomas sur l'épaule de son père et à la porte déverrouillée de Caleb, et à Neva se tenant plus droite quand le pain sortait bien. Elle a pensé à Willie disant « Reste du haut des escaliers ». Elle a pensé à une femme nommée Ruth Mercer qui avait aimé sa famille de tout son être, et qui avait laissé derrière elle, dans chacun de ses enfants, un morceau de quelque chose que Clara avait été autorisée, avait eu la confiance d'aider à entretenir. Elle a pensé à 42 $ et à ce que cela avait acheté et ce que cela n'avait pas acheté. Cela avait acheté un contrat. Cela avait acheté 12 mois de travail et une chambre près de la cuisine et une place à une table. Ce que cela n'avait pas acheté, ce qu'aucune vente aux enchères, aucun marteau, aucun presse-papier et aucun magistrat de comté n'aurait pu évaluer, réclamer ou transférer. C'était la chose que Clara avait toujours gardée pour elle-même. À travers chaque année difficile et chaque mauvaise semaine et chaque pièce où elle avait dû apprendre à survivre, elle-même, son moi clair, têtu, patient, capable, invaincu, qui n'avait jamais été à vendre. Et maintenant, dans un ranch du Texas rural, par un après-midi de début de printemps qui se réchauffait, avec la main d'un homme tenant la sienne sur un banc de charrette et 8 enfants attendant à la maison, ce moi avait trouvé non pas une cage, non pas un contrat, non pas une situation que le comté avait arrangée, mais un lieu qu'elle avait choisi, de ses propres yeux ouverts, pour ses propres raisons, selon ses propres termes. Le cheval avançait vers le sud le long de la route familière. Le ranch attendait. Le potager aurait besoin d'un autre jour de travail avant d'être prêt pour les semences. La charnière de la glacière qu'elle avait réparée avec de la toile cirée en décembre avait besoin d'un remplacement approprié. Et elle avait commandé le bon matériau au magasin général tout à l'heure, et il arriverait dans une semaine. La lame de plancher de l'étage qu'elle avait réparée tenait bon, mais celle d'à côté commençait à grincer de la manière qui signifiait qu'elle serait la prochaine. Caleb aiderait. Elle le savait maintenant. Elle les connaissait tous maintenant. Et il la connaissait. Pas la femme de la vente aux enchères. Pas la solution du comté à un problème. Pas un remplacement pour ce qu'ils avaient perdu ou un substitut pour ce dont ils faisaient encore le deuil. Pas une propriété. Pas une aide. Pas une commodité. Pas une charité. Clara Hayes, qui se tenait sur des estrades et ne pliait pas, qui lisait des documents et voyait ce que les autres manquaient, qui mettait du pain devant des enfants affamés et s'asseyait sur des sols de couloir, et retournait la terre dans la cour et combattait les banques avec du papier et de la patience, et le refus absolu d'être sous-estimé, qui était entrée dans une maison brisée en novembre avec un petit sac et un manteau fatigué et une réputation qu'elle n'avait jamais choisie, et qui était restée. Pas parce qu'elle le devait, pas parce que le contrat le disait, pas parce qu'il n'y avait nulle part où aller, parce qu'elle a regardé 8 enfants apprendre à respirer à nouveau, et un homme apprendre à demander ce dont il avait besoin, et une maison apprendre à être un foyer. Et elle a reconnu quelque chose qu'elle avait cherché sans savoir qu'elle le cherchait. Elle l'a reconnu et elle l'a choisi, et elle est restée. Une femme autrefois vendue pour 42 $ sur une place publique à Caldwell Flats, au Texas, était devenue la raison pour laquelle toute une famille a réappris à vivre. Et ce n'était pas une chose que le comté avait arrangée, et pas une chose qu'une vente aux enchères avait créée, et pas une chose qu'un contrat aurait pu construire. C'était Clara. Ça avait toujours été Clara. Et à partir de ce jour, chaque âme du Ranch Mercer, chaque enfant qui l'appelait de l'étage, chaque main qui lui passait le panier à pain, chaque petit garçon qui grimpait sur ses genoux avec un bouton et restait, savait exactement qui elle était. Et lui aussi.